Bonjour à tous. Merci beaucoup. Là, nous sommes aujourd'hui, Richard Collin et moi-même, à Paris. On a installé un studio. On avait une première séance de webinaire il y a maintenant 3 semaines, 15 jours, pardon, qui traitait du Figital. Donc, on fait aussi l'expérience de l'hybridation. Si vous regardez les photos, vous pouvez voir que certains tiers-lieux sont aussi regroupés à des distances effectivement On voit la base. raisonnables vu le contexte. Je vois Julie Chabot et la base. Alors évidemment, on n'est pas sur la socialisation qu'on voulait avoir. Je voulais rappeler aussi à certains qui ne sont pas eux-mêmes dans des collectifs autour de tiers-lieux que demain aura lieu une journée de travail de la communauté des transitionneurs. C'est la première université des transitionneurs. Je ne vais pas vous refaire l'historique. On a, je crois, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup fait évoluer nos projets ces dernières semaines, ces derniers mois. Je suis vraiment très, très heureux qu'on ait réussi à être ensemble, à pouvoir collaborer. La journée de demain est une expérience. Certains de la douzaine de tiers-lieux qui travailleront demain seront en présentiel, d'autres seront complètement en version numérique. Je crois qu'on s'adapte. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on soit obligé de tenir ce genre d'organisation. Rapidement, quelques mots d'introduction. Donc, je m'appelle Gilles Béraud, je dirige la Fondation des Transitions. On est un site d'Outank. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut agir à grande échelle, comment on peut sortir sur ces questions de développement durable notamment, de trouver la bonne expérience pour passer à une vraie généralisation. Donc, si on veut agir à grande échelle, ça veut dire qu'il faut être capable de le faire, y compris dans des territoires. Probablement, suite à ce virus qui est toujours là, on ne raisonnera pas de la même façon par rapport au territoire. Probablement, on a intégré beaucoup mieux le fait qu'il faille croiser les questions sociales, les questions environnementales, les questions économiques. Ça veut dire qu'on a besoin réellement de mieux travailler ensemble, de trouver des mécanismes. Et ça, je crois que c'est tout l'objet du travail qu'on fait ensemble, qu'on va faire ensemble, à la fois sur les webinaires comme ce soir, la journée de demain. Il y a encore 2 webinaires qui suivront, encore 2 jeudi jusqu'à fin décembre. Et on aura une rencontre des responsables de tiers-lieux, de réseaux, de ceux qui le souhaitent à Bibrac. On a la chance d'avoir ce soir aussi Vincent Guichard qui dirige le musée de Bibrac, qui nous expliquera ce que c'est et ce qui se passe à Bibrac. Donc, on s'est posé effectivement la question, est-ce qu'il fallait maintenir, est-ce qu'il faut continuer? D'évidence, on s'est dit oui, il faut tenir. Cette année n'est pas comme les autres, c'est évident. Ça nous complique la vie, mais justement, c'est le moment de montrer qu'on peut tenir les choses, qu'on a la capacité de se réinventer. Donc, cette organisation, elle se passe dans plein d'endroits en France, ce qui est formidable. On devait être dans une vingtaine de lieux, on est un petit peu moins. Je vais quand même vous citer ces lieux. C'est Hervieux, bon, qui finalement ne tiendra pas tout à fait comme il l'avait souhaité, mais qui est dans l'Aveyron. C'est Autrèche, à côté de Compiègne. C'est la Gironde, Bordeaux-Gironde, on en a parlé tout à l'heure. C'est Brest-Vallon, on aura l'occasion d'en parler aussi. C'est Dunkerque, avec la Halle au sucre. C'est Lille, c'est Millau, Plouhinec à la Pointe du Raz, Rouen, Troyes, Schiltigheim, dans la métropole de Strasbourg. Voilà, on est un petit peu partout. Je voulais en profiter aussi pour remercier les partenaires, tous ceux qui s'impliquent avec nous pour mobiliser, pour travailler. L'ADEME, qui est un soutien important. Je salue la présence de Valérie Martin qui vient de nous rejoindre. Nous entendrons aussi Blandy Daubert tout à l'heure, que je vois, qui est la directrice sur cette grande région à l'est de Bourgogne-Franche-Comté. Mais je voulais citer aussi le CEREMA, la Fabrique des Transitions, les interconnectés, le Rameau, les catalyseurs territoriaux, les développeurs du RNet, Croissance Plus, qu'on entendra aussi tout à l'heure, France Tiers-Lieux, Convergence, Codin, mais aussi les départements de la Gironde, de la Nièvre, Cap Digital, la Sorbonne, l'IMT, Open Diplomacy, j'ai presque fini, Acus, Elio, l'Agence Verte, Hopscotch, qui nous reçoit ce soir. C'est chez Hopscotch qu'on est installé, Butagaz, Enedis, Nestlé, One, la RATP, enfin, beaucoup d'acteurs sont présents. Je voulais aussi dire que c'est une journée particulière pour moi, mais je pense aussi pour nous, parce que il y a maintenant 5 ans, s'ouvrait au Grand Palais une exposition liée à la COP21, qui était justement une exposition des solutions. Et je crois que c'est vraiment l'idée qu'on veut défendre ici. Ce n'est pas seulement de faire du plaidoyer, de défendre des idées, mais faire
on accélère l'action, on soit plus utile, plus efficace. Et justement, le directeur général d'Hopscotch, Benoît Desvaux, est à côté de moi. Je pense que vous le voyez, vous allez le voir à l'écran, à distance raisonnable, rassurez-vous. Voilà, on a un peu alterné les masques, etc., pour rester à ces 2 mètres qui aujourd'hui sont effectivement la façon utile et efficace de se protéger. Et donc, Benoît dirige une agence ce qu'on appelle de relations publiques, de PR. Il est très, très intéressé par les questions qui nous importent aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la confiance, du lien social, et tout ce qui mène à l'efficacité collective, et notamment autour de ce qu'il appelle un capital relationnel. Je crois que c'est une clé importante du changement d'échelle. Et en tant qu'agence aussi spécialisée sur l'événement, il s'intéresse à ces questions digitales qu'on expérimente aussi ce soir et expérimenter toutes. Et cette question, c'est est-ce qu'on peut réellement avoir une relation hybride? Est-ce qu'on peut mélanger les choses? Voilà, donc merci encore à tous d'être là. On attend 99, on sera bientôt 100. Benoît, pour quelques minutes sur ta vision des choses. Qu'est-ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui? Déjà, je vous salue tous. Je partage ton dynamisme. C'est très intéressant de voir comment on arrive à substituer cette réunion, cette université d'été qui devait se tenir dans la vraie vie, et comment on réinvente un modèle nouveau avec un format qui montre bien que ça marche pas. Nous montre bien qu'il faut se réinventer. Et je crois que j'ai 4 minutes pour essayer de vous parler de la révolution qui vient de se passer dans la communication. On ne voit pas bien tout ce qui… On voit bien là dans le problème dans lequel on est, mais on ne voit pas bien ce qui va se passer dans quelques mois. Alors, il y a quelques signes qu'on voit. Alors, il y en a des évidents que tout le monde perçoit. C'est notamment à travers ce qui s'est passé lors des dernières élections, c'est la montée en puissance de cette volonté du plus grand nombre de prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux. Ça, c'est un fait. Le deuxième sujet qui est très, très, très visible, c'est la digitalisation rapide de tout, le e-commerce, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, il y a un truc étonnant que je viens d'apprendre sur Virtual Regatta, pour ceux qui connaissent, qui savent que ça existe en parallèle du Vendée Globe. Il y a presque 1 million de participants. C'est le premier jeu au monde qui n'a jamais existé, où il y a 1 million de participants qui jouent au même jeu en même temps. Le télétravail, bien sûr, qui explose, le flex office, tout ça, vous connaissez. Les entreprises comme Microsoft et Click qui sont en train de gagner des années d'implémentation de leurs produits. Il y a quelque chose qu'on perçoit juste, qui a été un peu annoncé, vient d'être annoncé par BP, c'est que BP vient d'annoncer que le pic de consommation de pétrole, de gaz et de charbon était en ce moment, ou peut-être l'année prochaine. Et que d'ici 2050, dans 30 ans, il y aura moins 50 à moins 80% de consommation d'énergie fossile. Alors, quand on lit ça, on se demande comment ça marche. Alors, il y a 2 preuves qui sont en train d'arriver. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres qui sont sortis de l'automobile hier européen. Les ventes d'automobiles placent les véhicules électriques à 8% du marché. C'était 3% l'année dernière à la même époque. Et il y a un autre signal plus faible dont on ne perçoit pas encore la grandeur, je pense, du projet. C'est la place que prend l'hydrogène dans le projet européen de plan de relance. Et il y a un énorme projet avec un consortium de tas d'entreprises européennes qui place l'hydrogène au cœur de la stratégie de l'Europe pour réellement baisser parvenir aux engagements de baisse et vers la neutralité carbone en 2050. Donc, je vous parle de ça aussi pour vous passer au sujet là, sur lequel vous m'interrogez, qui est la communication. Et la communication, je pense qu'on ne perçoit pas encore la révolution qui est en train de se passer. Il y a pourtant des chiffres chiffrés qui sont catastrophiques. C'est que la publicité va terminer l'année en France, aux États-Unis, à moins 20, moins 25. Il y a des prévisions déjà pour l'année prochaine du même acabit. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un rejet de la publicité pour des tas de raisons. Tous les ad bloqueurs, toutes les solutions de VOD permettent à chaque consommateur d'échapper à la pub.
La Convention citoyenne en France a quand même mis une dizaine d'articles pour limiter les effets de la pub. Alors, il y a même l'Europe qui nous aide, puisque l'Europe va limiter le ciblage publicitaire, va aussi, avec la RGPD, limiter l'usage des cookies, va les interdire. Et donc, tout ça est assez intéressant, et probablement que la pub incarne la société de consommation, incarne le modèle d'hier. Et que cette société dans laquelle nous entrons, où on est quand même, on le constate tous, en train de passer d'une société de consommation à une société d'usage, vous connaissez tout ça, fait en sorte que la pub va rester au XXe siècle. Et pour arriver à mon propos, je pense qu'il faut expliquer et donner un nouveau regard sur le modèle de société dans lequel on est. On parle beaucoup d'économie digitale, alors ça explique beaucoup de choses, et on l'a vu avec tout ce que je viens de dire sur l'e-commerce, tout ça, mais la transformation digitale n'explique pas tout ce qu'on est en train de vivre. Et on le sait tous ici, il y a aussi la transformation environnementale, sociétale et sociale, bien sûr. Et donc, il y a quelques années, on est tombé sur un économiste qui a défini en 81 le monde et les transformations qu'on est en train de vivre en parlant d'économie de la relation. Pour lui, aujourd'hui, on est dans l'économie de la relation, qui est plus précis parce que le monde économique de tout temps fonctionne sur des flux. Il y a les flux financiers et matériels qui ont toujours existé. Et aujourd'hui, on rajoute des flux immatériels. Et de ces flux immatériels, malgré ces noms assez flous, l'immatériel, c'est très tangible, puisque, et si je reviens sur le monde de l'entreprise, c'est la culture de l'entreprise, c'est la fierté d'appartenance, c'est la solidité d'un actionnariat, la stabilité d'un portefeuille client, c'est l'accumulation de toutes les expériences qui sont autour des produits ou des services. Et donc, tout ce nouveau monde montre bien que la relation, elle est au cœur de toutes les entreprises, de toutes les organisations, et qu'on comprend, du coup, avec cet éclairage, ce qu'on perçoit aussi, c'est que les entreprises sont en train de vouloir se reconnecter plus fortement à leurs salariés, se reconnecter à leur public, se reconnecter à l'environnement, et donc le lien prend une importance beaucoup plus forte. Et donc la communication qui était donc hier publicitaire, descendante, qui était basée, pour ceux qui connaissent, sur des CSP, on cherchait à toucher la ménagère de plus de 50 ans, de moins de 50 ans, comme si elle avait existé. On cherchait si on parle de moi, à toucher un CSP+, homme parisien, voilà. Et évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça qu'on a envie d'être adressé. On revendique tous, en revanche, faire partie de communautés qui sont liées à son école, à son entreprise, à son territoire d'origine, au lieu où on passe ses vacances, à ses passions, le sport qu'on pratique. Et donc, en conclusion. C'est trop long. Pour moi, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup. Bref, donc je ne sais pas comment conclure, mais tout ça pour vous dire que ce qui est important pour les entreprises, c'est que la communication doit donc devenir conversationnelle, rentrer en conversation avec ses communautés. Et nous, on est convaincus que les entreprises qui vont réussir leur transition, qui est le sujet, d'expliquer leur projet, d'embarquer leur public avec eux dans ce projet, c'est des entreprises qui sauront construire un capital relationnel fort, un capital relationnel entre elles, la marque, les dirigeants et l'ensemble de leur public. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, ce qui est vrai pour les entreprises, peut-être aussi par plein de types d'organisations, y compris des collectivités, des associations et évidemment des tiers-lieux. Toujours en introduction, je vais passer la parole maintenant à Claire Glanière, qui représente le bureau de notre association, notre fondation des transitions. Pareil sur le format 3-4 minutes. Claire, c'est à toi. Bonjour Gilles. Alors je crois que Gilles, avais effectivement, tu m'as demandé de parler d'abord de l'esprit, l'état d'esprit de nos équipes et de nos clients dans cette période de confinement. Alors nos équipes, eh bien, la majorité est en télétravail avec une très petite partie qui est itinérante et ça c'est lié à notre activité de chantier qui continue pendant le confinement. Pas de chômage partiel, c'est la bonne nouvelle. Beaucoup de travail, on a même un plan de recrutement pour janvier 2021.
Donc, le moral est bon. Comme tu le sais, Gilles, Elio, nous sommes des faiseurs, hein, nous faisons et nous réalisons des travaux d'économie d'énergie et nous sommes donc au cœur du plan de relance avec la transition énergétique. Alors, toutefois, en interne, beaucoup de communication, déjà pour garder le cap, pour créer le lien, garder le lien. Nos salariés sont jeunes et ils ont besoin, et je pense que ça rejoint ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure, ils ont besoin de garder ce lien et que le confinement ou le télétravail ne doit pas stopper. Donc, des visios, des Zooms et des vidéos, comme je pense dans beaucoup d'entreprises. Concernant l'état d'esprit de nos clients bénéficiaires, là, il y a plusieurs tendances. Dans l'habitat collectif, on constate en fait que le confinement a stoppé ou ralenti le rythme des assemblées générales, ce qui du coup impacte la prise de décision des travaux en copropriété. Donc, on a 2 fois moins de chantiers acceptés sur cette période septembre-décembre, qui devrait être une période de relance et de décision sur des chantiers d'isolation notamment. Côté particulier, donc vous, moi, tous ceux qui veulent faire des travaux dans leur maison, là, l'activité se poursuit. Tous les chantiers qui sont programmés, finalement, se déroulent quasiment normalement, même si certaines entreprises de travaux nous disent qu'elles ont accusé une légère baisse de l'ordre de 10%, surtout au début du reconfinement, et pour une clientèle avec des personnes à risque. Certaines entreprises nous ont même dit que finalement, cette période de confinement est favorable à des travaux de rénovation énergétique parce que les gens sont en télétravail, sont chez eux et puis du coup, s'aperçoivent de tout ce qu'ils peuvent faire comme travaux pour améliorer le confort et baisser leur facture énergétique. Et enfin, sur tout ce qui est grand projet, par contre, dans l'industrie, là, tout est reporté à janvier 2021. Donc, on parlait du lien et de la confiance, hein, puisque c'est le thème aussi de notre débat ce soir. C'est comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui avec les territoires. Nous proposons une offre globale en fait de services et de solutions. Et suivant les projets, notamment dans les collectivités, on s'adapte à leurs priorités. Historiquement, les collectivités, elles nous sollicitaient pour la valorisation financière des travaux d'économie d'énergie réalisés sur le patrimoine public. Certains élus aujourd'hui veulent aller plus loin et nous leur proposons en fait d'inclure tous les acteurs économiques du territoire, donc les industries, les commerces, les agriculteurs, pour identifier de nouveaux gisements d'économie d'énergie. Donc ça accélère la transition énergétique et c'est le changement d'échelle, un changement d'échelle que bien sûr nous souhaitons nous pousser de plus en plus. Alors, pour construire et favoriser la confiance et le lien avec nos différentes parties prenantes, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on est présent, on est à l'écoute et on aide surtout toutes ces parties prenantes à s'adapter à la situation actuelle, mais à toutes les situations, à agir et à faire. Je vais prendre 2 exemples très concrets, Gilles, avant de terminer. Donc, la rénovation énergétique, puisque c'est notre cœur de sujet chez Elio, sur laquelle le gouvernement compte pour relancer l'économie, ne peut pas se faire sans professionnels qualifiés et agréés. Alors, nous, ça fait déjà plusieurs années que nous avons passé des partenariats avec des professionnels du bâtiment, des artisans. Nous leur proposons de la formation, nous les déchargeons de toutes les formalités pour l'obtention des aides. Là, on va plus loin puisqu'en fait, on met en relation le particulier qui a un projet de rénovation énergétique que nous avons qualifié en amont et l'entreprise de travaux. Donc, nous les mettons en relation pour déclencher les travaux d'économie d'énergie. Et enfin, il y a une autre tendance et on a vraiment on a pour habitude d'oublier ce secteur-là, alors qu'il est très, très important au niveau des territoires, c'est le secteur des négoces. Les négoces de matériaux, c'est 2700 entreprises partout en France, c'est plus de 72 000 salariés et ils ont un ancrage territorial national très important. Les négoces aujourd'hui font face à un constat, c'est qu'ils ont une clientèle de professionnels, une clientèle de particuliers qui vient non seulement acheter des matériaux, mais qui demande des conseils pour la rénovation énergétique, comment toucher toutes ces aides qu'ils voient partout à la télé, sur les sites gouvernementaux, etc. Et le négoce a besoin en fait d'apporter ces conseils. Alors nous, ce que nous avons proposé, ce que nous sommes en train de déployer aujourd'hui dans plusieurs négoces, c'est
un dispositif très simple qu'on a appelé le guichet prime, voilà, tout simplement, qui est en fait un lieu avec un référent qui a été nommé par le négoce et que nous formons, qui permet aux professionnels et aux particuliers de découvrir et de comprendre avec le négoce toutes les aides disponibles pour réaliser ces travaux de rénovation énergétique. Donc voilà, Gilles, c'est vraiment agir au quotidien. Je crois que la question de l'action, effectivement, c'est ce qui nous regroupe aussi. Bon, alors on a une activité, nous, très importante sur la question de lutte contre la précarité énergétique avec les membres. Là, on va venir directement à cette question du travail en commun. Il y a pas de fond, mais on va y arriver. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 6 mois qu'on travaille sur l'organisation de cette université avec Richard Collin au copilotage avec nous. Sont impliqués aussi Myriam Poitot et Jeanne Moreau, que certains d'entre vous dans les tiers-lieux qui sont présents connaissent. Je voulais en profiter d'ailleurs pour citer le Rocher Créatif, j'ai vu qu'il était avec nous. J'ai vu que les Interconnectés nous avaient rejoints aussi, Alain Chauveau qui collabore souvent avec nous, mais maintenant je vais passer la parole à Richard Collin, qui est un expert de ces questions d'intelligence collective, d'économie de la connaissance depuis très très longtemps, et avec qui nous avions créé un cluster, un groupement de travail pour accélérer justement la question des tiers-lieux il y a une dizaine d'années. Et je crois qu'on peut se réjouir que se crée de plus en plus de tiers-lieux cette année, même si je crois qu'il y a vraiment une grande cause nationale à aider et défendre les tiers-lieux qui sont bousculés, évidemment, comme tout lieu qui reçoivent du public, comme des restaurants, des cafés et autres organisations. Richard. Bonsoir à tous. Finalement, vous êtes là et merci d'être là parce que d'une certaine façon, vous êtes tous des acteurs de cette transition en cours. Vous êtes curieux de voir comment vous pouvez faire et agir dans les territoires. Et comme Claire le disait tout à l'heure, l'enjeu, c'est de tisser du lien et de faire vivre la confiance. Et l'enjeu dans cette affaire, c'est qu'il est important pour chacun de comprendre ce que ça veut dire la confiance. On sait toujours que la confiance, c'est comme le dentifrice. Hein. Quand ça sort du tube, on ne peut plus la faire rentrer. Et donc, l'enjeu pour tous, c'est finalement d'être dans cette logique de bienveillance, d'attention, de respect, et d'être ce cultivateur de confiance. Je crois que la confiance, ça se cultive. Et donc, dans les territoires, l'enjeu, c'est que vous ayez aussi des cultivateurs de la confiance, des acteurs de cette confiance. Et pour ça, on voit que ce n'est pas si facile que ça. Et je vous soumets cette question, puisque vous allez travailler demain, notamment dans les tiers-lieux, et pour les autres qui ne travailleront pas dans les tiers-lieux, proposer des choses. Essayons de voir comment cette société de la défiance qui caractérise la société française peut devenir une société de la confiance. Nous en parlerons tout à l'heure. Un deuxième point qu'on voulait aborder également, c'était la question de la transformation de l'activité humaine et du travail. Je crois que c'est ça qui est important. Je crois que là se pose la vraie question finalement de la création de richesse, de la façon dont ça se passe dans les territoires, de la façon dont les différents acteurs peuvent ensemble imaginer ce que va être l'activité. L'emploi est peut-être quelque chose qui est en train de disparaître. Ariel nous le dira tout à l'heure. Il avait une phrase assez canon sur le sujet et on en parlera. Il a écrit un très bon bouquin avec Stigler sur le sujet d'ailleurs. Et puis, troisième point aussi sur lequel vous devez être vigilant, je vais être assez rapide, c'est pourquoi on parle des tiers-lieux. Ben, les tiers-lieux, c'est quoi? C'est finalement une instance locale, rurale, un lieu communautaire. Moi, j'ai été extrêmement frappé dans le montage de cette université de l'enthousiasme sur tous les lieux dans le terrain. Et certains nous ont lâchés parce qu'ils le regrettaient, ils étaient fermés. Mais je voudrais voir que ces lieux communautaires sont finalement probablement un des lieux où peuvent germer finalement à la fois la confiance, ces transformations du travail et cette transformation de la société dans les territoires. C'est un lieu d'incubation, finalement, de la transition. Et quand vous allez travailler demain sur l'identification du projet, sur comment ces projets vont se réaliser, vous êtes finalement, dans ces lieux, des incubateurs de la transition, des acteurs de cette transition. Et je pense que c'est un défi formidable. Le mot de la fin, pour essayer d'inspirer le travail qui va être conduit, c'est de vous dire finalement simplement, n'ayons pas peur de faire le pas de côté et le coup d'avance, parce que c'est ça qui compte. Il va falloir demain et dès aujourd'hui inventer ce qui doit se faire dans les territoires en proximité. Merci à vous.
merci beaucoup et cette grande clarté. Évidemment, certains d'entre vous ne seront pas dans les tiers-lieux demain ou dans les espaces qui soient digitaux ou physiques des différents tiers-lieux. Mais j'espère que ça vous donnera l'envie de vous impliquer l'année prochaine. Évidemment, c'est une première édition et on a l'intention d'aller beaucoup plus loin. Tout de suite, d'ailleurs, on va donner la parole à deux tiers-lieux. D'abord à l'Ermitage, qui est à Autrèche, juste à côté de Compiègne. Est-ce que Jean Carinti est avec nous? Alors, on a un problème. Oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Voilà, bah, écoute, merci d'être là. C'est un tiers-lieu assez exceptionnel que tu mérites d'être défini. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez correctement? On t'entend parfaitement bien. Tu as 4 minutes. Allô? Oui, on t'entend. Je ne vous vois pas. Est-ce que vous me voyez? Oui, on te voit très bien. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci de me donner la parole. Moi, je vous parle en direct de l'Ermitage, qui est un tiers-lieu plutôt d'environnement rural, à 1 heure de Paris, entre Compiègne et Soissons. Et dans cette université, on a vraiment le souhait, nous, de nous engager. Et je ferai intervenir dans quelques instants un de nos participants, qui est Jean-Pierre Aubert. On a le souhait de s'engager sur le sujet de la transition des environnements forestiers. Je crois que le sujet de la forêt dans nos territoires est assez essentiel. La question de l'implication des différents acteurs du milieu forestier pose de grandes questions de concertation. Et là, le projet qui va donner lieu à des échanges et à un travail assez approfondi demain toute la journée est un projet qui s'appelle le Think Tank Forêt, dont Jean-Pierre Aubert est fondateur. Et nous, l'Ermitage, sommes impliqués dans ce think tank. Il s'agit de travailler sur la crise que traverse, du fait des changements climatiques, la filière forestière et la relation qu'entretiennent les acteurs du monde forestier aux différentes fonctions de la forêt. Parce que la fonction économique se trouve confrontée à d'énormes incertitudes, d'énormes défis. La fonction écologique se trouve confrontée à de grandes incertitudes scientifiques et techniques. Quant à la fonction sociale, elle se trouve elle-même confrontée à d'énormes défis, puisque les usagers multiples de la forêt non pour le moment suffisamment impliqués dans son devenir, sont souvent dans des enjeux de conflits d'usage ou de conflits de perspectives, et que les environnements de dialogue sont plus que jamais nécessaires. Étant entendu que la forêt, pour ce qui relève des forêts domaniales, est une forêt gérée exclusivement sur un mandat que l'ONF a pris depuis un certain temps, et que cette même Office national souhaite élargir aujourd'hui à différents acteurs territoriaux et civils les enjeux dont nous venons de parler. Donc la question de la transition de la forêt est une question qui est éminemment sensible, qui est d'enjeu national, voire international. L'incertitude qui règne sur la fonction écologique de la forêt est majeure. Et donc je vais peut-être laisser Jean-Pierre, qui est à côté de moi, se présenter et me rejoindre. Si tu veux prendre la main, Jean-Pierre, sur le… Est-ce que bah oui, mais par contre, il faut que… Je veux bien à côté de toi, oui. Ouais, voilà. Jean-Pierre, il va se mettre à côté de moi, ce sera plus simple. Voilà, peut-être te présenter auprès des autres participants voilà. Je te laisse la main. Oui, Jean-Pierre Aubert. Je peux dire de plus, j'ai effectivement initié ce think tank sur la forêt avec pour but d'implanter et de décliner ça sous forme d'action dans le cadre d'un moment un peu spécifique qui est le fait que le territoire du Compiègnois a obtenu un contrat de transition écologique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé de remettre la forêt au centre des préoccupations de ce territoire. La forêt occupant, les gens ne le savent pas trop, plus de 50% du territoire en tant que tel. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'hectares de forêt qui sont concernés, à la fois bien sûr beaucoup par le domaine public, mais aussi par les forestiers privés. Donc l'idée de base, c'est
considérait que de remettre la forêt au centre des préoccupations de ce territoire, c'était engager de façon beaucoup plus efficace la transition écologique de ce territoire. Voilà, c'est ça l'orientation. Alors la forme que ça prend, c'est d'abord l'idée de mettre tout le monde un peu autour de la table. C'est que la forêt était perçue par les uns et par les autres comme assez conflictuelle, finalement. Donc, et chacun se tournait le dos par rapport à la forêt. Donc, le premier effort de ce think tank, c'est de faire communauté autour de la forêt. Hein, c'est faire territoire et communauté autour de la forêt et pas en se regardant en chien de faïence comme c'était le cas jusque-là. Je pense qu'on a commencé à réussir ce pari et grâce notamment à Jean Carinti et l'Hermitage. Et demain, on passe, je crois, une nouvelle étape. Ici, on va animer ça pour consolider cette force collective. Au fond, c'est amener l'idée qu'on va traiter ensemble un commun qu'est la forêt dans ce territoire en transition écologique, en tout cas qui devrait amorcer sa transition écologique grâce à la forêt. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Excellent pour rebondir sur la notion de commun qui peut, je crois, animer quelques débats dans le cadre de cette université des transitionnaires. Il faut savoir que la notion de commun est aujourd'hui mal comprise, très mal comprise politiquement et souvent considérée comme en opposition aux gestionnaires et aux propriétaires. Rien n'est plus faux que cette perception du commun. Et nous, à l'Hermitage, avons 21 hectares de forêt que nous avons commencé à mettre en gestion dans un projet de commun forestier d'usage. Et du coup, nous apportons dans le think tank cette expérimentation particulière qui est proposée et qui est soutenue, y compris par la Fondation de France. Nous venons de signer un projet avec différents tiers-lieux où sont expérimentés des enjeux de gouvernance de commun. Et l'Hermitage porte dans ce collectif de tiers-lieux le projet d'expérimentation sur le commun forestier. Et puis, donc, peut-être pour terminer le propos sur l'Hermitage et son engagement dans l'Université des transitionneurs, nous sommes demain autour de ce casting dont a parlé Jean-Pierre, qui réunira l'ONF, les forestiers privés, un conservateur, le conservateur du château de Villers-Cotterêts et un certain nombre d'autres acteurs, dont des associations de protection de l'environnement, des élus locaux, c'est très important, chasseurs, des acteurs du monde agricole et de la chasse. Nous serons amenés à travailler. Nous serons amenés à travailler. Le programme de la matinée se déroulera en 2 temps. Un atelier consacré à la conception d'un jeu. Jean, désolé, on a déjà pris beaucoup de temps. On a compris c'est demain. Effectivement, je pense que ça va être tout à fait passionnant et nous aurons sur les communs un webinaire dans 15 jours. Donc, je vous engage et on repartagera tout ça. Mais désolé, il faut qu'on enchaîne la parole. Je suis désolé, on a été trop long. Pardon aux autres participants. C'était super, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à un autre tiers-lieu, ou plus précisément Madame la maire Virginie Grignola. Je crois que vous êtes là, je vous ai vu tout à l'heure. Je suis désolé, mais j'ai un écran, qui n'est pas tout à fait assez grand pour avoir tout le monde. Est-ce que Virginie, vous m'entendez? C'est à vous, donc vous êtes maire, vous avez voulu ce tiers-lieu qui s'appelle Écrin, qui est une ville qui s'appelle Bresse-Vallon. On voit bien où ça peut se situer, la Bresse. Vous avez 4 minutes pour nous présenter ce que vous faites là-bas. On a compris que l'Hermitage était un généraliste et demain va être très thématique. Donc, c'est à vous. Très bien, bonsoir à tous. Nous n'avons pas la même histoire que l'Hermitage puisque nous sommes un tiers-lieu très récent. Il était ouvert le 14 juillet de cette année. Peut-être qu'on est dans une démarche atypique au regard des autres tiers-lieux puisque, comme vous l'avez dit, il est né de la volonté d'une équipe municipale. Dès 2014, en fait, on a pris un tournant, la commune a pris un tournant dans son fonctionnement démocratique avec comme objectif de construire la commune de demain. Alors, on était et nous sommes dans un terreau festif,
collaboratif et accueillant, puisque pour vous planter le décor, la communauté de communes à laquelle on appartenait jusqu'à présent, avant l'agglomération, a été le premier district rural de France, donc fondé sur des principes de coopération et de solidarité. Donc quand on parle de tisser la confiance, c'est aussi sur des choses comme ça, sur une antériorité qu'on peut construire et asseoir des choses. 5 ans, c'est le temps qui a été nécessaire à la maturation de ce projet et qu'il nous a fallu pour donner naissance à l'ECRA. Avec une première étape qui a été de dire, certes, la commune et le conseil a une vision, mais organisons des apéros citoyens, des groupes de travail, des temps d'échange pour mobiliser des partenaires et des bénéficiaires pour vérifier que les besoins présupposés ou ce qu'on a imaginé en termes de fonctionnement est bien en adéquation. Un deuxième temps, donc le conseil municipal a véritablement mis en synergie, a construit un écosystème entre les différents acteurs du territoire, que sont les entreprises, les associations, les structures associatives, la société civile, bref, je ne m'attarderai pas là-dessus. Deuxième temps, une fois que la question des usages ou des envies ont pu émerger, on a salarié un chargé de mission pour nous aider à réfléchir sur le système de gouvernance, puisque c'est aussi une condition sine qua non. La mairie souhaitant peut-être la rampe de lancement, en tout cas, l'idée, c'est bien qu'il y ait la structuration d'un collectif en propre, avec ses propres règles, et que les postures des élus se requestionnent. Donc, on a travaillé également sur l'identité, la programmation. Alors vous allez me dire, c'est donc pas initiative isolée puisqu'il y a plein d'autres tiers-lieux, mais ce temps-là, il a été, enfin cette proposition a été construite autour de constats partagés que des précédents intervenants ont noté. La question du rapport au temps et aux autres, en milieu rural. La question des évolutions sur la technologie et notamment numérique, sur les évolutions d'emploi qui sont demain peut-être plus encadrées et sur lesquelles il faut réinventer des organisations sociales qui permettront de vivre pas sous forme d'aliénation, mais d'amélioration du quotidien. De gros enjeux environnementaux, puisque la spécificité aussi de la commune, c'est d'être un lieu de stockage de gaz naturel souterrain. Donc la question d'hydrogène, nous allons être un lieu d'expérimentation, puisque Storengy, qui est une grosse entreprise de la commune, se lance dans le programme de recherche hydrogène. Donc c'est bien autour de ces enjeux-là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on construise et qu'on construise le territoire de manière cohérente et collégiale. Donc, une des premières clés, à mon avis, c'est l'hybridation de ce lieu, puisque ce lieu est partagé à la fois avec une partie de la mairie, 80 mètres carrés sur les 1200, et l'autre étant dédié aux acteurs du territoire, des habitants du territoire. Donc voilà, je vous ai dit que la question de la locomotive était amenée à se distancier de la conduite de ce projet. En tout cas, l'ambition que l'on a, et quand je dis on maintenant, c'est plus simplement le conseil, c'est une collégialité d'acteurs, c'est de permettre le rapprochement de la diversité des acteurs et de produire du commun. Donc, on a déjà commencé à produire du commun au travers d'une exposition, voire de l'innovation. Cette innovation, elle ne peut être pensée, et ça c'est une conviction forte aussi qui est inscrite dans la charte du tiers-lieu, qu'en considérant un triptyque territoire, acteur public, habitant au sens large. Parce que derrière le terme territoire, c'est l'idée en tout cas d'une appropriation à la fois économique, à la fois idéologique, à la fois politique, avec de l'espace par les groupes qui le structurent, avec une vision, une représentation particulière. En tout cas, c'est comme ça qu'on le définit. Donc, la question de l'innovation, pour nous, au-delà du produit et du résultat final, parce qu'on va se lancer aussi dans un marathon créatif, enfin dans pas mal de choses, et l'université des transitions, c'est pas tant le résultat, c'est le processus qui suppose une prise de risque, évidemment, de l'expérimentation, de l'essai,
Et ça, c'est un pari aussi dans la confiance qu'on tisse parce que ça peut être vécu sur la petite expérience que l'on a comme quelque chose de peut-être pas très pro ou pas très rassurant. Pour autant, c'est une promesse en tout cas d'un voyage surprenant, ça c'est sûr. Ça nous déroute, c'est sûr, c'est plein de surprises, mais grosso modo, si j'osais le parallèle, c'est l'histoire de la tarte tatin, d'accord? Ou plus sérieusement, celle de Michel Serres qui faisait l'éloge de la rupture, du pas de côté. Je crois que M. Collin a évoqué cette idée en nous invitant à emprunter de la diagonale de l'oblique. Et ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, alors pour les plus pragmatiques, parce qu'il y a aussi besoin de ça pour que les gens continuent à adhérer et comprendre ce qu'il s'y fait, l'espace de télétravail a été aussi pour vous dire, en un mois, il y a eu 15 télétravailleurs sans com, d'accord, qui sont venus spontanément. Donc ça aussi, ça contribue à la connaissance, à l'appropriation du lieu. Une Outitech va ouvrir, on sait qu'il y a déjà des permanences de services comme la CAF, la MSA, voilà, et des formations d'usage du numérique. Bref, si je devais résumer les craintes, c'est à la fois des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, déjà les artisans locaux, puisqu'on a construit ce lieu en faisant le choix d'artisans locaux, avec des savoir-faire qui ont été mis à l'œuvre. C'est certes une équipe municipale, mais c'est surtout des associations, des entreprises, des individus qui sont là pour créer du commun et pour lequel déjà une association, Mémoire de Cras, a permis de créer ce commun. C'est certes un bâtiment de plus de 1200 mètres carrés, mais c'est surtout un projet qui porte l'ambition de rapprocher, je vous l'ai dit, de rapprocher une diversité d'acteurs. Son socle, si je devais le définir, c'est la mutualisation de moyens, de savoir-faire, de compétences, d'espaces, d'outils et des rencontres auxquelles on adosse une partie d'imaginaire avec des promesses, des croyances, celles de la construction d'un nouveau modèle de vie, de travail, de démocratie, d'enjeux écologiques, et auquel on ajoute un projet commun qui vienne répondre à ces valeurs et ces finalités partagées. Voilà, c'est aussi participer, cet équipement, on l'a pensé à l'échelle du territoire de l'agglomération, comme un lieu d'attractivité du territoire. Donc, grosso modo, si je devais résumer, on invite tous les artisans bijoutiers de l'Écrin à être des voyageurs ou bien à faire un pas de côté ou alors les amoureux de la tarte tatin. Voilà, c'est si je devais définir notre espace. Merci. Donc, nous avons, entre la bijouterie Michel Serres et la tarte tatin, nous avons défini un bon cahier des charges, je crois, de ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci pour cet engagement. Merci pour tout ce que vous faites. Alors, par ailleurs, je suis un petit peu embêté parce que j'ai un problème de Zoom. Je suis censé avoir un abonnement 500 et malheureusement, il a l'air bloqué à 100 ce soir. Et on a des gens dehors, mais y compris des intervenants d'ailleurs, mais on va se débrouiller. Mais nous serons que 100 en même temps. Maintenant, nous allons avoir un temps un peu de table ronde ou de Zoom ronde, je ne sais pas comment appeler ça. Nous avons 4 intervenants. Nous avons Blandine Aubert, qui est directrice régionale de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, région qui recevra notre séminaire à fin janvier, donc à Bibrac. Nous avons Jean-Luc Glès, qui est président du département de Gironde, mais qui a eu un problème de dernière minute et qui nous a envoyé une petite vidéo. Vincent Guichard, qui est directeur général de Bibrac. Donc peut-être on va commencer avec vous, Blandine. L'ADEME a changé de nom, c'est devenu l'ADEME de la transition écologique. Comment vous voyez ces aspects-là et comment cette notion au territoire qui vous concerne directement évidemment en tant que ministère et plus globalement tout cet engagement que vous portez évidemment. Blandine, est-ce que vous m'entendez? Oui, sans souci. Vous m'entendez aussi bien? Parfaitement bien. Merci. Effectivement, l'ADEME est devenue l'agence de la transition écologique.
Derrière ce changement de nom qui peut paraître un peu anecdotique, c'est une façon d'afficher et comment dire, de donner à voir la réalité du travail qu'on fait déjà depuis de nombreuses années, parce qu'en fait, notre mission, c'est d'accélérer la transition écologique et quelque part, pour accélérer, c'est ni plus ni moins qu'un changement de modèle de société qu'il faut opérer pour aller vers une société plus sobre en ressources, que ce soit des ressources énergétiques, matières, et en même temps qui valorise les ressources locales pour développer les énergies renouvelables, réparer, réutiliser, réemployer, etc. Donc la place du territoire, elle est centrale, parce que qui dit valoriser les ressources locales, inventer un nouveau modèle de société, dit aussi du lien, de la confiance et comment travailler en proximité ces différents sujets. Alors, on le travaille bien sûr en ce moment à travers le plan de relance, qui est surtout dédié aux entreprises pour ce qui concerne la part qui a été confiée à l'ADEME. Et on travaille aussi beaucoup avec les nouveaux élus, puisqu'on a eu un renouvellement de mandat quand même il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est le moment, c'est, comme dit le président de l'ADEME, c'est le mandat pour agir. Et on sait que 50% des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par les acteurs d'un territoire sont en lien direct avec les décisions qui sont prises par les collectivités. Donc, du coup, on le prend un peu par ce bout-là en ce moment, en expliquant, en travaillant, en étant à l'écoute des collectivités pour voir comment, au-delà de leurs compétences directes, au-delà de leur rôle d'aménageur, par exemple, pour créer des réseaux de chaleur ou développer des pistes cyclables, comment les collectivités peuvent, à l'image de ce qu'on vient d'entendre avec Virginie Grignola, devenir aussi des mobilisateurs, des catalyseurs qui vont chercher les acteurs publics et privés du territoire pour eux aussi les embarquer dans la transition. On a des exemples vraiment très réussis en Bourgogne-Franche-Comté de dynamique de ce type, par exemple avec le cluster Jura, qui est né à Lens-le-Saunier d'une volonté politique des élus, mais aussi de la rencontre avec des entreprises qui avaient envie de se mobiliser pour finalement identifier les ressources du territoire et voir comment créer de l'activité et des emplois à partir des ressources présentes, qu'elles soient humaines ou matérielles, sur le terrain. Et en fait, on se rend compte qu'on rejoint très vite les sujets de la transition écologique avec des projets en lien avec les énergies renouvelables, avec les nouvelles mobilités, avec la valorisation de déchets. Donc voilà, ces dynamiques-là sont porteuses, on a pu le constater. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est bon, les tiers-lieux qui sont là aujourd'hui en sont de formidables témoins, c'est qu'on a au-delà des élus et des collectivités de plus en plus de citoyens ou d'entreprises qui s'engagent non seulement comme une entreprise, mais comme une entreprise de territoire et qui ont envie de devenir acteurs de leur propre territoire. Et on vit dans une société qui est de plus en plus cloisonnée et les réseaux sociaux qui ont été évoqués tout à l'heure finalement sont aussi une certaine forme de cloisonnement, chacun étant dans son domaine, son secteur d'activité, etc. Et on voit bien que si on veut faire société, c'est quand même ça l'enjeu, en développant de nouveaux modèles, eh ben, il faut tout sauf du cloisonnement. La définition même d'une société, c'est quand même le vivre ensemble. Donc, comment décloisonner pour construire cette nouvelle société? Ben, finalement, les tiers-lieux, vous êtes un peu là pour inventer tout ça aux côtés d'autres et que l'initiative vienne des collectivités, des acteurs publics ou des entreprises ou des citoyens. Quelque part, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette confiance qui se tisse pour inventer ces nouveaux modèles. Alors, pour prolonger tout ça, l'ADEME vient de lancer une expérimentation au niveau national qui s'appelle Coopter, qui vise justement à travailler tout ça autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et de mobiliser des territoires, des acteurs. Là aussi, on a ouvert l'initiative soit au public, soit au privé pour imaginer finalement de nouveaux modes de développement qui soient basés sur l'analyse des besoins et les ressources présentes dans une logique de mutualisation, de coopération, pour inventer de nouvelles façons d'être ensemble. Donc concrètement, la Bourgogne-Franche-Comté s'implique sur cette expérimentation. On vient d'avoir 2 territoires de retenue, la communauté de communes du Clunisois et celle de Terre d'Emeraude dans le Jura.
Cluny, par exemple, ils ont un atelier de transformation de produits alimentaires qui vient d'être construit, qui est aujourd'hui partagé entre des agriculteurs, des associations d'aide alimentaire, d'autres associations qui s'impliquent sur ce lieu-là. C'est une forme de tiers-lieu quelque part. Et leur objectif, c'est de le pérenniser et d'en faire vraiment un outil de cette économie de fonctionnalité. Voilà, donc quelque part, voilà, tout ce qui a pu être dit avant rejoint notre conviction que pour accélérer la transition écologique, il faut faire société ensemble autrement et voir comment accompagner l'ensemble des acteurs vers des démarches qui permettent aussi de décloisonner, de coopérer et d'inventer ces solutions par des innovations sociales et non pas seulement technologiques. On a un petit peu de retard et je crois que c'est important. Ce message est extrêmement clair. Vous avez cité des mots comme catalyseur, comme effectivement sur ce rôle clé que peuvent avoir les tiers-lieux et surtout sur cette ambition qu'on peut avoir autour des mots de transition écologique et sur les questions aussi effectivement de qualité de vie et toute cette importance, je crois, des expérimentations qui soient à tous les niveaux de territoire. Donc, merci beaucoup. On va rester pas très loin, enfin, on va rester en Bourgogne-Franche-Comté et précisément en Franche-Comté. Parole à Vincent Guichard, donc, qui a créé et qui dirige le musée de Bibracte sur le Mont-Beuvray. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je vous encourage vivement à y aller. Juste en introduction, quand j'ai visité ce lieu et rencontré Vincent, j'ai été assez surpris parce que il utilise un peu les mêmes mots qu'on utilise dans la Fondation des transitions avec Richard et d'autres, parce que quand il parle du changement d'échelle, il parle des grandes transitions, il parle de ce moment de catalyse, mais quand on parle de ce début du XXIe siècle, lui, il parle des aidants, et je crois que ça nous ramène aussi à une vision peut-être plus anthropologique des choses, et en tout cas une vision historique, et on avait envie, cher Vincent, de t'entendre. Bien, j'espère que vous m'entendez. Parfaitement bien. Très bien, écoutez, merci Gilles et merci également à Benoît qui est assis à côté de toi de m'avoir embarqué dans votre affaire. Alors, je n'ai pas créé Bibracte. Bibracte a été fondé par des Gaulois il y a à peu près 21 siècles. Hein, donc, je ne fais qu'essayer de révéler le site et de le réinventer avec mon équipe. Alors, je propose le Morvan, donc on propose de faire voyager dans une région d'hyper-ruralité, hein, de ruralité, pardon, dans une échelle d'action qui est petite. On quitte la région et on part vers une douzaine de communes, 3000 habitants, hein, donc voilà. Mais un territoire rural qui, lui aussi, comme l'ensemble de la planète, est touché par la transition climatique. Deux activités économiques traditionnelles, agricoles et sylvicoles, qui prennent de plein fouet les aberrations et les limites de la globalisation et qui n'ont absolument plus aucun avenir. Je ne rentre pas dans le détail. La tentation de la repli sur soi et du repli sur le local se traduit de façon spectaculaire par la montée du vote extrémiste. Et puis, depuis maintenant quelques années, depuis 3 ans notamment, le réchauffement climatique, on se le prend dans la figure, hein, avec la forêt qui crève et une pénurie d'eau et de fourrage pour le bétail qui est absolument dramatique. Donc, on vit en plein dedans. Hein. On a peut-être le virus peut-être circule un petit peu moins parce qu'on n'est que 10 habitants kilomètre carré, hein, mais pour tout le reste, on est complètement touché par les questions de la globalisation et de la transition climatique. Alors, c'est vrai que mon point de vue d'archéologue permet de prendre un peu de recul parce que finalement, l'Anthropocène, avec tous ces excès dans lesquels on vit, il a commencé à se mettre en place il y a à peu près 7 ou 8 000 ans dans nos régions, au moment de la néolithisation. Hein, donc, il faut aussi prendre ce recul, c'est absolument indispensable. Le propre de l'archéologie, c'est d'avoir un travail qui est situé. On travaille sur des sites archéologiques dans des territoires. Donc, nous, c'est absolument normal et banal dans nos pratiques d'envisager les territoires dans leurs différentes échelles géographiques d'emboîtement. Donc, dans une expérimentation dans laquelle on essaye de s'engager de façon de plus en plus forte depuis quelques mois, qui se base
au départ sur une très chouette politique du ministère de l'Environnement, qui est la politique des grands sites de France, hein, dans lesquels sont engagées une cinquantaine de collectivités à l'échelle nationale, donc des collectivités qui ont sur leur territoire un site classé remarquable. Et le pari de cette politique, il faut encore démontrer que ça puisse marcher, c'est de créer un projet territorial durable et inclusif qui soit fondé sur la préservation de sa qualité paysagère. C'est ça l'hypothèse de départ, cette qualité paysagère étant un patrimoine, mais derrière le mot patrimoine, bien évidemment, il faut comprendre le mot commun. Le mot patrimoine, on l'a complètement perverti, et c'est vraiment de commun qu'il s'agit. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, et je dirais d'un petit peu sur l'arrière-plan un peu plus théorique de tout ça. On s'est aperçu il n'y a pas très longtemps qu'on faisait du Bruno Latour sans le savoir. On a été très très marqué par les écrits de Latour, notamment son essai de 2017, dans lequel il dit, ou Atterrir, dans lequel il dit, bon, on nous a essayé de nous vendre pendant quelques décennies, pendant 50 ans, une alternative entre local et global. On voit où ça nous a amené, notamment ça a amené les citoyens à complètement se désintéresser du débat collectif. Moi, je vous propose une troisième voie que j'appelle le terrestre, moi Bruno Latour, et qui notamment consiste à ancrer toute notre action sur notre terrain de vie, comme il dit, c'est-à-dire sur le territoire dans lequel on le vit. Tout ça pour faire en sorte que chacun, à son échelle, avec ses moyens, contribue à la préservation de ce qu'il appelle la zone critique, c'est-à-dire cette mince pellicule qui est à la surface de la Terre, dans laquelle se concentre le vivant, et qui fait qu'en fait, cette planète reste vivable aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est notre terrain, le terreau sur lequel on essaye de travailler. Alors, d'un point de vue pratique, moi je gère un lieu qui est institutionnel, qui est très lié au ministère de la Culture et à l'État, avec la chance quand même d'avoir beaucoup de liberté d'action, dans un territoire où il y a les grandes collectivités, en fait aujourd'hui sont complètement décrédibilisées, ne sont plus suivis par les citoyens et également par les maires des communes rurales, avec des comités de communes qui font 50 communes, voire plus. Les lieux de décision politique sont très très loin des habitants, et il y a vraiment besoin de recréer du collectif. On essaye de recréer du collectif, donc notamment à partir des attachements au territoire. On travaille pas mal avec des sociologues dans notre équipe. À quoi les gens sont attachés? Les gens sont attachés d'abord à ce qui fait patrimoine, à ce qui fait la qualité, la singularité de leur lieu de vie. Donc ça, c'est notre pari. On travaille sur des choses très concrètes. En ce moment, on est en train de révéler un commun complètement méconnu, qui est le réseau des chemins ruraux, chemins communaux, mais qui était complètement négligé. On commence à travailler sur les aménagements hydrauliques. À un moment, on a complètement oublié de gérer l'eau, de voir comment, dans les siècles passés, on a pu gérer une ressource qui a toujours été assez critique. Et à partir de ce genre de thématiques qui créent du lien social, on essaye de construire des projets, de faire dialoguer des conseils municipaux, des associations et également des professions, et dans mon cas, notamment les professions de la filière bois et de l'agriculture. Voilà, on en est là, on a beaucoup discuté pendant les périodes du confinement. On en est à une phase de passer à l'opérationnel, puisqu'on aura 3 personnes à peu près financées à partir du début de l'année qui vient pour travailler sur ces sujets-là, notamment aussi, parce que je l'ai oublié, beaucoup de scientifiques, mais également on va essayer d'explorer le rôle que les artistes peuvent jouer dans la construction du projet de territoire, avec un regard sur le monde qui est probablement tout à fait enrichissant. Donc j'espère très vivement pouvoir vous accueillir. Une partie d'entre vous, 100 personnes, ça sera difficile de les faire entrer dans notre salle, mais enfin bon, on trouvera les moyens, vous viendrez plusieurs fois, le plus vite possible. On a déjà décalé 2 fois, et j'espère qu'on aura déjà un premier cycle de rencontres à la fin du mois de janvier. Je vous remercie. Merci beaucoup, et merci encore de nous attendre. Effectivement, fin janvier, ces questions des communs aussi qui ressort fortement, constitue le 21e siècle en arrière ou pas. Et j'ai évidemment retenu la question de besoin de recréer du collectif. Merci à Thibaut Bechtoil d'être avec nous. Il préside une association d'entreprises qui s'appelle Croissance Plus. On a eu quelques inquiétudes parce qu'il était déconnecté, il n'arrivait pas à se reconnecter, mais heureusement, il est là. Merci d'être là, et effectivement, dans ces nouvelles alliances territoriales, dans les nouvelle approche territoriale, se pose la question de l'entreprise. Ça a été induit fortement par la loi Pacte.
l'entreprise à mission, la raison d'être, etc. Évidemment, il y a le lien le social, l'environnement, mais derrière tout ça, il y a effectivement ces questions de territoire. Thibaut, c'est à toi. Merci Gilles, bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai été coupé une partie de la soirée. Croissance Plus est une association d'entrepreneurs créée il y a 23 ans par Denis Père. On est 350 entrepreneurs et on a redéfini une raison d'être que je vais vous donner maintenant. La raison d'être, c'est qu'il n'y a pas de limite pour l'entrepreneur à résoudre les petits et grands défis économiques, sociaux, environnementaux. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'aujourd'hui, on est toujours dans un monde où on attend beaucoup de l'État. Et en fait, c'est l'entrepreneur qui, par son travail quotidien, avec des projets plus ou moins importants, va résoudre ces grands problèmes. Donc, je citerai quelques exemples qui sont très concrets dans nos entreprises. On a une société qui s'appelle Bouge ta boîte, qui travaille sur le développement de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est une société qui crée en fait des cercles répartis justement partout sur le territoire. Il y a une centaine de cercles en France, d'une vingtaine de femmes, et qui font des partages de bonnes pratiques, de réseaux qui se stimulent pour développer leur business. Donc, c'est très business, mais il y a un côté très, très pratico-pratique où on mesure en fait comment on aide les femmes à développer des business plus importants et qui les aident à vivre. Donc, ça, c'est un type de projet. Un autre type de projet qui est intéressant, c'est une société qui s'appelle Castali. Castali, ce sont des machines à eau que vous branchez sur le réseau d'eau potable et que vous installez dans les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que la raison d'être en fait de Castali n'est pas d'apporter l'eau potable aux consommateurs, mais de débarrasser la planète des gobelets en plastique. Donc voilà un entrepreneur qui a cette mission-là chevillée au corps depuis des années et qui développe sa société qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis on a un autre exemple que je cite qui est intéressant, une société qui s'appelle le groupe ATF Gaïa. Et là, c'est une société qui travaille sur le recyclage de matériel informatique en travaillant avec des gens qui viennent du domaine de l'insertion. Donc, on a vraiment mis l'impact au cœur de l'association. On pense que l'impact, donc ça c'est un peu notre premier thème, l'impact c'est quelque chose de très très fort en fait pour tous les entrepreneurs qui de plus en plus, avant c'était encore un peu le cas, mais il y a quelques années on disait bah, tiens oui l'impact, la RSE c'est très bien, ça fait un truc de plus auquel il faut penser. En fait non, c'est vraiment structurant et partie prenante du business model et de la stratégie de l'entreprise et on amène nos entrepreneurs, nos 350 entrepreneurs à prendre ce virage-là, à aller très vite. Donc, un, l'impact est important. Deux, le sujet de la croissance partagée est important aussi. C'est-à-dire que quand je prends, par exemple, l'exemple de Castali que je citais tout à l'heure, si on considère que cette société a un impact très positif sur la société, si elle fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 100 ou 500 millions, ce ne sera pas le même impact. Donc, on ne dit pas que la croissance est quelque chose qui n'est pas vertueux. Ça peut l'être justement quand vous avez de l'impact. Et par contre, la notion de partage de la croissance est très important. Et là, c'est le côté un peu militant entrepreneurial de Croissance Plus depuis la création, où on a fondé l'association sur le principe d'un meilleur partage des fruits de la croissance. Et là, on a fait des communications récemment, aussi bien dans la presse que vis-à-vis des ministères, sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les entreprises aillent vers une distribution de leur capital beaucoup plus importante aux employés, aux salariés de la société, à hauteur de 10, 20 ou 30%, de manière à ce que les gens soient responsabilisés sur le projet d'entreprise et y participent complètement. Et puis, on a un troisième thème qui est le thème qu'on appelle éclaireur. On est dans un monde, et ça, j'ai créé ça il y a 1 an et demi quand j'ai été élu à la présidence de l'association. On est un monde très anxiogène. Aujourd'hui, c'est bien pire. Et on pense que des gens comme nous, entrepreneurs, doivent porter des messages positifs sur les nouvelles technologies, doivent apporter ces solutions. Ce n'est pas que de la destruction d'emplois quand on parle de robotique ou intelligence artificielle. Il y a des très belles solutions sur l'éducation, sur la santé, qui sont issus de ces nouvelles technologies. Et là aussi, on a quelques exemples. Je ne veux pas être trop long pour ne pas monopoliser la parole. Voilà, donc Croissance Plus, c'est ça. On est très, très impliqués. On a fait un accord récemment avec 2 associations ou fondations que vous connaîtrez peut-être. La Fondation Tara. La Fondation Tara, en fait, prend des mesures de la dégradation de l'écosystème dans les océans. Donc, ils sont sur le sujet RSE, environnement, de manière extrêmement scientifique. Voilà, et on a pensé que c'était une façon d'aider nos entrepreneurs à aller vers ça. Et puis aussi avec le campus de l'inclusion qui a été créé par Thibaut Guilly, qui est aujourd'hui haut commissaire à l'insertion. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Je ne sais pas, Gilles, je pense que le temps de parole est limité, donc il ne faut pas trop que je… Non, écoute, merci. C'est effectivement intéressant d'abord de
de voir la place des entreprises, parce que depuis tout à l'heure, ça peut sembler une approche un peu en patchwork, mais on voit qu'il y a les scientifiques, il y a les associations, les entreprises, les collectivités locales, qu'il y a une vraie volonté, alors évidemment le public ici est choisi, mais il y a une vraie volonté de faire ensemble, de trouver des ressorts. Il y a un mouvement qui est en train de se faire, y compris, je crois, après quelques années de croissance plus, aujourd'hui, ce discours de la redistribution, ce discours de l'engagement social et environnemental, on est sur une approche très positive, très globale, très solution. Et je crois que c'est ce qu'on est en train d'essayer de défendre et probablement de ce que devra être la ligne de conduite demain pour les tiers-lieux qui peuvent participer. Puis aussi, vous serez sollicités tous, ceux qui sont là et ceux qui n'ont pas pu rentrer, je crois, pour la suite des travaux. Mais peut-être, Richard, avant d'aller plus loin dans cette discussion, comment ça se passe, toi qui es sur le chat? Je vous rappelle que vous avez la possibilité de réagir, de participer, de poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions là pour nos intervenants particulières qui vous semblent intéressantes? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué depuis tout à l'heure? Non, ce que je repère, c'est que finalement, les gens sont intéressés d'avoir des informations, des précisions. Il n'y a pas de questions particulières qui viennent. Il y a sans aucun doute finalement du partage sur ce que fait l'ADEME, sur ce que fait également tel et tel lieu. On est dans un moment d'inspiration. Je pense que les questions viendront au moment du débat plus précisément. Je pense que on est à un moment donné où les personnes finalement comprennent ce qui est en train de se passer. Et c'est important. Et il n'y a pas de questions particulières pour le moment. Bon, écoutez, on va en profiter. Je peux faire un commentaire peut-être, Gilles? Oui, bien sûr. Ça va rebondir, je crois, sur ce que disait Blandine tout à l'heure, Blandine Aubert. Mais je crois que quand on dit que l'entrepreneur peut effectivement résoudre ces problèmes économiques, sociaux, environnementaux, je vois tout à fait des modèles. Si vous voyez, tout à l'heure, je parlais de Bouge ta boîte, qui est sur l'entrepreneuriat féminin, qui a fait un truc fantastique en mariant à la fois le digital et le physique. Et on peut prendre en fait ces exemples en décloisonnant et pour les appliquer à d'autres populations, genre par exemple l'emploi des seniors. Donc on pourrait très bien dire, tiens, mais il y a un super modèle ici qui existe, qui est Bouge ta boîte. On s'appuie sur une société qui s'intéresse peut-être un peu à l'emploi des seniors et on en fait un modèle, je dirais, de résolution de problèmes sociétals avec beaucoup plus d'envergure. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. C'est comment est-ce qu'on fait travailler, par exemple, les gens qui ont perdu leur emploi dans des zones désindustrialisées. Bon, bah, je connais, elle n'est pas encore chez Croissance Plus, mais peut-être bientôt, une société qui s'appelle Isaït, qui fait travailler des femmes en Afrique sur des micro-tâches numériques. Donc, ce sont des femmes pauvres, sans beaucoup de qualifications. Et cette plateforme qui s'appelle Isaït apporte en fait de la valeur et du travail à ces femmes africaines. Bien, ce modèle-là, il est applicable finalement à toute population. Donc, pourquoi pas l'appliquer à Béthune ou à Romans-sur-Isère ou à Annonay, que je connais bien, qui sont des régions sinistrées d'un point de vue industriel. Et donc, il y a cette idée en fait de s'appuyer, à la fois de décloisonner, d'incuber, d'accélérer des projets en s'inspirant de modèles et les appliquer à d'autres. Et je pense que Croissance Plus le genre de profils qui sont chez Croissance Plus pourront s'impliquer sur ce type de problèmes sociétaux à résoudre. Merci beaucoup, merci pour la proposition. Je crois que c'est effectivement un de nos gros sujets, c'est savoir comment on peut partager, comment une bonne expérience dans un endroit en France peut être partagée à d'autres, y compris entre collectivités. Et aujourd'hui, on voit bien entre entreprises, parfois entre collectivités, même si ce n'est pas simple. Mais quand on commence à croiser des structures très, très différentes, on voit bien que se posent des questions de gouvernance, de partage. On va maintenant écouter le message que nous envoie Jean-Luc Glaise, donc, qui est le conseil départemental de Gironde est très proche de nous depuis des années. On apprécie évidemment particulièrement le travail qui a été fait sur les agendas 21. Voilà, et on va pouvoir écouter ce message d'un président de département qui est particulièrement concerné sur une dimension dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui est importante, c'est celle de l'inclusion. C'est-à-dire que toutes ces transitions qu'on porte, évidemment, elles ont du sens, y compris sur un plan écologique, que si elles concernent toute la population. Le message de Jean-Luc Glaise, comme on disait dans le temps, Magnéto.
Président, pourquoi le département est une bonne échelle pour aborder la résilience, sachant que la Gironde est le premier département, il me semble, à avoir déroulé ainsi une stratégie de résilience? C'est une bonne question parce qu'habituellement, les stratégies de résilience sont portées plutôt au niveau des grandes villes, au niveau des métropoles. C'est vrai que nous avons souhaité le porter d'abord parce que notre mission première, ce sont notamment les solidarités humaines. Ce que nous savons, c'est que les crises, qu'elles soient climatiques, sanitaires, comme celles que nous vivons, impactent plus vite et plus fortement les plus vulnérables et les plus fragiles. Or, précisément, ce sont les publics dont nous nous occupons, personnes âgées, personnes en situation de handicap, les jeunes également, les personnes qui peuvent être en précarité. Et donc, pour nous, la stratégie de résilience, c'est être capable justement d'adapter nos politiques publiques très vite, de façon agile, pour pouvoir répondre aux difficultés des personnes sur un moment de crise en particulier, au-delà de ce que nous faisons habituellement. Si on prend l'exemple de la crise Covid, typiquement, la question alimentaire a été un sujet immédiatement pendant le confinement. Comment arriver à se nourrir sans pouvoir véritablement se déplacer? Et pour des personnes qui sont à la rue, c'est une difficulté. Pour des personnes qui sont en précarité, c'était une difficulté. Et donc, nous avons, par exemple, demandé à un de nos collèges de produire des rations alimentaires qui ont été distribuées à des sans domicile fixe dans la rue. Nous avons aussi mis en place des paniers suspendus, des paniers qui étaient achetés par des personnes pour se nourrir en proximité, de rajouter quelques euros pour fournir justement de l'alimentation à ceux qui ne pouvaient pas s'en payer à ce moment-là. Lorsque nous réfléchissons aujourd'hui, que nous mettons en place une ferme départementale dans le Médoc avec 4 maraîchères et maraîchers, un apiculteur qui vont produire en proximité et en circuit court, c'est une manière de répondre là aussi dans le temps long sur ces logiques de résilience. Pour moi, c'est tout à fait naturel, et je pense pour l'ensemble de mes collègues qui ont voté cette stratégie, il est absolument naturel que le département se préoccupe de résilience parce que c'est la meilleure manière de répondre en situation de crise et de difficulté pour aider les plus fragiles, ceux qui sont en situation de vulnérabilité. C'est donc quelque part répondre plus que jamais à notre mission première. Il faut pour cela, effectivement, que toute cette stratégie soit mise en place par l'ensemble des élus, l'ensemble des services également. Et ça, j'imagine que ça n'a pas dû être simple non plus de mettre en place toute cette stratégie d'acculturation à la résilience. Ce n'est pas simple, il faut d'abord se l'approprier soi-même, ensuite la diffuser auprès de ses plus proches collègues, les vice-présidentes, vice-présidents, puis l'ensemble de la majorité. Ensuite, le faire partager au niveau des services. Il y a eu tout un travail de fond qui a été réalisé avec les services départementaux. Les conseils de territoire sont l'occasion désormais de faire partager plus largement aux communes, aux intercommunalités, aux représentants associatifs ou du monde économique, et via le panel citoyen, le budget participatif, de l'amener, de le faire entrer par capillarité, si je puis dire, auprès de l'ensemble des citoyens de la Gironde. Donc c'est vraiment une démarche de fond qui nécessite de bien comprendre ce que veut dire la résilience, terme encore une fois un peu trop techno, mais qui signifie tout simplement être capable de s'adapter lorsque nous avons une crise. Et l'exercice de travaux pratiques de la crise Covid est sans doute la meilleure manière d'illustrer ce qu'est une stratégie de résilience au moment où nous en avons besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce qui est totalement fascinant, on en parlait tout en écoutant le président du département, c'est effectivement le foisonnement d'initiatives qu'il peut y avoir en France et la difficulté qu'on a à leur donner plus d'ampleur, plus d'efficacité et aussi de notre capacité à se reproduire. Je ne sais pas s'il y a eu des messages particuliers par rapport à la Gironde. Je sais qu'il y a aussi des partages qui sont en train de se faire sur le chat. Je vois une question du rucher créatif, Emeline, justement sur ces questions de capacité à se projeter, de futur, du demain. Et justement, c'est l'objet d'un temps de débat qu'on va avoir maintenant. On est très content avec Richard de recevoir Ariel Pirou. On se connaît maintenant depuis quelques années. Il a été à la fois comme journaliste et il pose vraiment la question dans son dernier livre que va vous présenter Richard, mais sur cette question, est-ce que pour convaincre, il faut être dans le documentaire, il faut être dans la fiction? Ça renvoie évidemment à ce que disait Benoît Desvaux en ouverture tout à l'heure, sur ces questions de communication. La question maintenant, c'est l'échelle. Comment accélérer, comment aller plus vite? Parce que ce foisonnement d'initiatives n'est pas à l'échelle de ce qu'il faut faire, n'est pas à l'échelle des enjeux sociaux et environnementaux. Richard, c'est à toi. Bien.
avec Ariel. Vous avez un quart d'heure. Avec Ariel. Bon, Ariel, je suis content de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je dirais, Ariel, comme je disais, est écrivain, journaliste et entrepreneur des transitions depuis fort longtemps, acteur visionnaire. Il a écrit pas mal de choses. Son dernier bouquin, dont on va parler tout à l'heure, Dans les imaginaires du futur, finalement, nous aide et va vous aider demain dans vos travaux à la conception des possibles. Finalement, c'est ça. Il a écrit aussi L'emploi est mort, Vive le travail avec Stigler, hein, donc avec Bernard, qui nous a fait des choses. Et ici, et je pense qu'il est très actif au sein de la revue Multitude. Et son dernier numéro, c'est l'abécédaire des bifurcations. C'est aussi notre défi aujourd'hui à tous. Et je pense aussi, ce qui est important dans la personnalité d'Ariel et le travail qu'il mène avec le laboratoire des solidarités, avec, allez voir, hein, j'irai sur le site de solidarum.org, qui est tout à fait formidable, c'est l'innovation solidaire dans ces territoires. Alors, il a travaillé sur les imaginaires du futur et j'ai envie de lui poser comme question, finalement, qu'est-ce qu'apporte la fiction? Qu'est-ce qu'apporte finalement ce travail que tu conduis pour nous aider tous à prototyper le futur? Oui, alors déjà à l'origine de ce livre, hein, dans les imaginaires du futur, il y a quand même le sentiment d'une sidération, hein, c'est-à-dire d'une sorte de blocage. On a tous un certain désarroi. Désarroi, parce qu'on a d'un côté finalement l'imaginaire technologique, hein, la démesure technologique, le transhumanisme, voilà, le technococon qui semblerait plus ou moins nous enfermer dans un bonheur plus ou moins factice à la Big Brother. Et surtout cette démesure, hein, démesure comme ce sentiment de perte plus ou moins justifiée par rapport à cette démesure technologique. Et puis il y a l'imaginaire effondriste, hein, il y a la collapsologie, et puis il y a l'apocalypse. Est-ce qu'on vit l'apocalypse? On va vers l'apocalypse, hein, les logies d'Anthropocène. On a tout à l'heure entendu notre interlocuteur du côté de l'Ibrac, en fait, hein, du musée, et il nous parle à juste titre en fait de ce sentiment quelque part entre la pandémie, le réchauffement climatique et beaucoup d'autres éléments, les inégalités sociales, ce sentiment que tout part à volo, voilà, hein, tout s'effondre. Donc on a voilà ces deux imaginaires très très forts, très puissants, qui sont finalement l'imaginaire technologique de transgression des limites et l'imaginaire écologique, l'imaginaire disons post-apocalyptique, plutôt de retour aux limites, hein. Alors est-ce qu'au fond finalement l'enjeu c'est pas de dire, c'est un peu la question que je me suis posée avec ce livre, en fouillant complètement dans les imaginaires du futur, que ce soit des livres, des films, des séries télé, voire des bandes dessinées, un tout petit peu de jeux vidéo. J'ai essayé de voir, en gros, est-ce que finalement, il n'y aurait pas moyen, en s'inspirant d'imaginaire, de sortir de cette impasse, sortir de ce sentiment d'être bloqué, d'être sidéré, de court-circuit entre ces deux imaginaires absolument voilà, prégnants, quelque part, hein, et très, très forts. Et l'une des conclusions, avant de te donner la parole, et on va peut-être reparler après de cette notion de fiction, peut-être, justement, c'est qu'au fond, il n'y a pas de transition écologique, il n'y a pas de transition numérique, elle n'existe pas. Il n'y a que des transitions de société, en fait. Il faut descendre d'un cran. Ce que nous apprennent les fictions, c'est bien ça, en fait, hein. C'est que rien n'est établi par avance. C'est-à-dire, l'emploi, il existe, il est daté, et demain, on reparlera peut-être d'activité. Voilà, l'important, c'est de faire. La notion d'emploi en tant que telle, si c'est emploi pour faire n'importe quoi, je regrette, c'est juste une fumisterie totale. Dans ce cas-là, à la poubelle l'emploi, bonne nouvelle. Mais il faut faire, il faut avoir des activités. C'est comme la notion d'entreprise. En fait, je regrette, hein, bon, je vais être un peu polémique, mais micro-tâches pour des femmes africaines, non. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un emploi créateur. C'est-à-dire, moi, j'ai envie que les femmes africaines m'apportent leur bonne humeur, leur vitalité. J'ai envie qu'elles m'apportent autre chose que les micro-tâches pour Microsoft et les GAFAM. Donc voilà, bon, c'est un point de vue, mais ça montre bien que la question première est celle de la société. Absolument, et je crois que ce que tu essayes ce sur quoi tu essayes de proposer des choses et des réflexions, c'était cette espèce de trouver un chemin entre utopie et dystopie, et être extrêmement concret, et de trouver des éléments finalement qui nous permettent à chacun d'inventer et de faire. Et ce qu'on propose finalement dans les différents lieux qui vont travailler ensemble sur des projets, c'est de se débrider pour que les projets soient finalement des logiques d'aventure. Et je pense que la maire aussi de Brest-Wallon nous a indiqué, c'est-à-dire des éléments de culture, des éléments de rapprochement particulier, d'invention nouvelle.
et d'inspiration particulière. Et là, tu as travaillé sur des inspirations nouvelles. Oui, alors on pourrait donner beaucoup d'exemples, parce qu'effectivement, le livre fait 600 pages, ce qui est sans doute un peu trop, je ne l'avais pas prévu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça m'est tombé dessus, comme je ne sais quoi. Oui, je crois que on voit très bien ce que sont des usages, on voit très bien ce que sont des techniques. Moi, je sais que quand je suis à la faculté, en master, et que je parle à des étudiants, ils imaginent bien ça, en fait. Mais ce qu'ils ne voient pas, ils comprennent la raison et la capacité qu'on peut avoir à construire avec la raison. Mais les imaginaires, ils ont beaucoup plus de mal à réaliser, par exemple, que dans une entreprise comme Google, l'imaginaire est immense et très, très actif. Que l'imaginaire, c'est une représentation. L'imaginaire, c'est des mythes qui sont réinventés en permanence, qui deviennent de plus en plus concrets, d'ailleurs. Et effectivement, je crois beaucoup en la nécessité à la fois de définir des horizons et de construire des chemins. Je crois à la dialectique entre l'horizon et le chemin. Et l'intérêt de fiction du futur, de récits, quels qu'ils soient, de récits parfois très concrets, de récits au contraire beaucoup plus prospectifs, c'est que ces récits, je vais en donner 2-3 exemples en fait, ces récits, ils nous donnent un horizon et parfois ils nous donnent des idées pour avancer vers cet horizon. Alors par exemple, dans un livre de 1975 qui s'appelle Sur l'onde de choc de John Brunner, à la fin du livre, on découvre au milieu des États-Unis un lieu qui s'appelle Précipice. Et dans ce lieu, totalement dans une logique biomimétique, totalement écologique, eh bien les gens, on se rend compte d'abord que ce lieu, il est né d'une catastrophe passée, puisque c'était des tremblements en fait dans la baie de San Francisco, des tremblements de terre, et que des bénévoles, les gens qui n'avaient plus d'habitation, qui n'avaient plus rien, des scientifiques qui sont venus sur place, ont construit ensemble un nouveau type de société, fonctionnant complètement sur la logique des communs. Dès 1975, en fait, il imagine une logique telle que celle-là, avec en plus le rôle de la parole. Et dans des États-Unis qui sont complètement sur une logique de surveillance globale, ils tissent leur propre réseau et ils créent un lieu où tout le monde peut parler sans jugement, sans hiérarchie. Parce que l'enjeu aussi des transformations, c'est tout simplement de dire les hiérarchies d'hier ne sont peut-être pas celles de demain. En fait. Et c'est ce que nous apportent les fictions. Elles nous expliquent comment, elles nous donnent des clés. Alors, 2 autres exemples pour terminer. Ouais. Je voudrais te dire, on en a parlé, tu poses la question finalement de sortir des invariants. Finalement, c'est ça. Et je crois que ce que tu essayes de poser et qui va aider les réflexions dans les projets que les gens vont essayer d'imaginer, c'est comment les gens vont inventer autre chose pour sortir des invariants dont tu en avais fait une liste, je me rappelle, assez impressionnante. Oui, c'est-à-dire que il y a un autre petit roman qui est sorti il y a à peine 1 an dans une collection qui s'appelle Utopia, justement, donc une collection utopique de La Volte. La Volte qui est l'éditeur d'Alain Damasio, en fait. Vous voyez, donc il y a Volte-Phase d'Alain Damasio, donc ça veut dire que c'est quelqu'un dont je suis assez proche. Dans ce livre qui s'appelle Résolution, elle imagine des tas de gens, des geeks, des gens qui étaient mal dans leur peau, et qui recréent une société ailleurs, dans une île, au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ayant foutu en l'air toutes les étiquettes de départ. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a à la fois une reconstruction complète en ayant effacé les hiérarchies de ce qui est important, de ce qui n'est pas. Et puis, il y a au cœur de l'histoire une intelligence artificielle qui est une intelligence artificielle qui est totalement, on va dire, à l'écoute, qui est une psychologue. Voilà. Il n'a plus rien à voir avec les logiques des IA qui nous orientent pour aller acheter ceci ou cela. Non, c'est ce qui montre bien en fait qu'en amont même de la technologie, il y a la décision politique de à quoi elle sert, comment on peut la construire, est-ce qu'elle peut être écologique ou pas. Vous savez que les IA, il y a des gens à MIT qui travaillent pour les rendre moins énergivores et ils ont bâti un prototype qui est 1000 fois moins énergivore qu'une IA, parce qu'une IA, ça consomme une énergie absolument dingue. C'est possible, mais ce n'est pas encore intégré par la société. Aujourd'hui, c'est encore le profit qui gouverne la logique de construction des IA, et alors que dès l'amont, on pourrait au contraire les construire différemment, les concevoir différemment. Et un autre exemple peut-être pour justement faire ce pont entre la logique d'expérimentation et la logique d'utopie, tout ce qui au fond, tout ce que vivent les expérimentateurs, en fait, les entrepreneurs, comme tu dis, de la transition, c'est un travail de Camille de Toledo, qui est donc un auteur bien connu. Il a été l'un des 4 finalistes du prix Goncourt. Bon, il ne l'a pas gagné avec son livre Thésée, sa vie nouvelle. Et dans une pièce qui s'appelle Les témoins du futur, il est très proche de Bruno Latour, par ailleurs, Camille de Toledo, il imagine en fait un Parlement européen en 2050. Et ce Parlement européen, c'est un Parlement où il n'y a plus d'hommes, ils ont été virés, les machistes dehors. Voilà. Il n'y a plus que des femmes. Et plus de la moitié de ce Parlement européen est composé de gens qui sont là pour représenter la faune et la flore, le fleuve,
les ours, la Loire sont représentés dans le Parlement. Voilà. Bon. Bien voilà, c'est une utopie. C'est une utopie, mais est-ce qu'elle est impossible? Il faut accepter l'idée de travailler aujourd'hui pour des utopies qui se réaliseront peut-être sans que nous puissions les voir de notre vivant. Mais ce qui est assez formidable, c'est qu'il montre que cette utopie-là, elle va aussi d'ailleurs avec non seulement ce Parlement totalement baroque, totalement inimaginable aujourd'hui, mais avec des logiques de réensauvagement de parties de l'Europe où il y a des oppositions. Et les gens même, les jeunes enthousiastes par de ce projet de réensauvagement, de Parlement européen, non seulement des êtres humains, mais de la flore, de la faune, eh bien, ils se posent des questions. Ils disent, malheureusement, on est obligé d'en passer par quelque chose de juridique, alors que nous, ce qui nous importe, c'est de vivre des choses. C'est de vivre le rapport à la nature, avec les gens, etc. Mais on est obligé de passer par des billets. Et puis, en plus, il y a des oppositions, quelque part. Toute personne qui construit, dès lors qu'on est dans le faire, l'utopie risque de devenir dystopie à chaque moment. Il faut donc être extrêmement vigilant par rapport à ça et accepter cette idée-là. L'utopie n'est pas l'idylle. L'utopie, c'est la nécessité d'avoir un horizon et d'avoir un chemin pour avancer dans cette direction-là. Et de se dire que ce chemin change l'horizon en même temps, hein, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, car il a été utilisé par d'autres logiques et d'autres gens, qui parfois sont intéressants et d'autres fois sont un peu moins respectables. En même temps, bon, et au-delà de cette utopie, je dirais évidemment que ce chemin, c'est de l'expérimentation, c'est de l'aventure. Hein, c'est-à-dire que si j'ai été très proche, j'ai été très proche de Bernard Stiegler, si j'ai écrit un livre avec lui, c'est bien évidemment parce que sa logique de territoire apprenant contributif à pleine commune, cette logique-là, ce type de projet me tiennent vraiment à cœur. De la même façon que j'aime beaucoup, même si effectivement je pourrais ne pas être d'accord sur la logique du revenu universel, le projet que Laurent Grand-Guillaume a réussi à faire passer en septembre, de territoire zéro chômeur de longue durée, où plutôt que d'aider directement des chômeurs via un lourd dispositif, on essaie d'écouter ce que les gens ont envie de faire et on crée une multitude d'emplois éco-solidaires via des projets très concrets de terrain, dans la Nièvre, en Gironde, partout, par ce biais-là. Et ce que je voudrais faire comprendre, et ce livre, il est fait pour ça finalement, c'est de bien comprendre que la fiction, quand elle se définit comme telle, elle nous projette, c'est des prototypes du futur, elle nous projette, elle nous permet, via l'humain et pas le marketing, de nous projeter dans ce qui peut advenir, pour le meilleur ou pour le pire, y compris dans ces logiques de crise. Hein, lorsque le pire est là, c'est une occasion de changer la donne. Moi, je dis que ce pire, la pandémie, le réchauffement climatique, c'est l'occasion de transformer une partie de Monopoly en partie de Marelle. Voilà. Alors, finalement, tu encourages les gens, les personnes qui vont travailler sur ces projets, et les personnes qui sont là ce soir, ne pas avoir peur d'être minoritaires. Tout à fait. Ne pas avoir peur aussi de raisonner sur le long terme, ne pas être forcément finalement sur le court terme immédiat et de faire peut-être des choses pour le temps où nous ne serons plus là. C'est ce que tu encourages dans tes propos. Oui, aussi, c'est le. Et puis également, je pense que ce qui est important dans les réflexions que tu poses, c'est de montrer comment, d'une certaine façon, on peut être un peu fou. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un peu volontiers que parfois je provoque un petit peu. Donc c'est un choix. Je pense que le grand avantage des fictions, les fictions poétiques et politiques que je défends, c'est que ces fictions poétiques et politiques, engagées bien souvent, mais ouvertes. C'est-à-dire qu'elles ne remplacent pas une vérité par une autre. C'est très, très important de ne pas remplacer une vérité par une autre, de préserver la pluralité des futurs, la pluralité des possibles. C'est pour ça que je me sens à la fois engagé que, d'un point de vue purement personnel, par exemple, je conteste la notion d'emploi pour revenir à une notion de travail qui enrichirait notre faire, qui enrichirait notre environnement proche, humain et non humain, mais bien évidemment qu'il faut composer. Il faut composer avec tous les gens, tous les acteurs, qui même si on n'est pas forcément d'accord avec eux sur, par exemple, la notion de profit, ont prennent conscience qu'on ne peut plus continuer de la même façon à détruire. Donc, il faut composer, il faut se dire, voilà, quand je compose, ce que je fais, c'est que j'ai un horizon. La personne à côté de moi a un horizon qui n'est pas forcément le même. Il faut l'accepter parce que les cultures sont plurielles. Il faut accepter la pluralité. On peut peut-être avancer ensemble, composer ensemble avec donc des artistes, des entrepreneurs au sens large. Quelqu'un qui monte une association, qui élève des enfants, est un entrepreneur. Ne pensons pas que l'entreprise, c'est simplement la grosse entreprise. C'est tous les gens qui font
ensemble. Hein. Ne pensons pas que, voilà, on a besoin, avec tous ces gens, de se mettre ensemble, d'avancer. On n'est pas d'accord sur plein de choses. On est d'accord sur l'idée d'avancer dans une direction. Et peut-être que l'un d'entre nous, en chemin, va partager l'horizon de l'autre. Hein. Donc, mais ça suppose d'accepter l'idée de véritable fiction, de projection, et puis de ce chemin, hein, cette dialectique de l'horizon et du chemin, qui passe par la réinvention des logiques d'imaginaire et la capacité à les accepter, à les analyser, à les mettre en place et à créer des projets et à faire des récits sur ces projets qui vont nourrir cette dynamique. Hein, cette dynamique, elle se nourrit de raison comme d'imaginaire, elle se nourrit d'enthousiasme, elle se nourrit de déconvenus, et il faut aussi mettre en récit tout ça. Donc, dans les groupes de travail qui se construisent, la diversité est là, donc les gens vont s'écouter, la confiance va se mettre en place, le faire va se mettre en place, les futurs possibles vont être inventés. Et je vous encourage vivement, et c'est intéressant parce que Dalmasio, il y a des furtifs, on n'a pas parlé, mais on aurait pu en parler. Oui, on parle des furtifs. Okay. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est que c'est pas une préface, c'est pas une postface, c'est une volte-face. Oui, c'est ça, moi j'ai pris celui-là avec la volte-face. La volte-face, alors encourageons peut-être nos différents territoires à la volte-face. Oui, exactement, à la volte-face, à l'idée de se dire, c'est pas grave si on a le sentiment d'être minoritaire, les graines elles poussent, on les sème maintenant, certaines vont éclore dans notre vivant, d'autres vont éclore demain, après-demain, bien plus tard. Je veux dire, moi je regrette, mais si j'arrête de rêver et de concrétiser mes rêves, je peux plus me regarder dans la glace. En fait, hein, voilà, donc c'est un peu comme si je prenais encore 20 kilos de plus, ce serait vraiment une tragédie. Mais ce serait encore plus grave parce que les 20 kilos, je peux les perdre, tandis que si je perds mes rêves et si les gens autour de moi perdent cette envie de les concrétiser, même si c'est un temps soit peu utopique, bien là, on perdra beaucoup, je crois. En fait. Et la notion du temps est importante. C'est pas, je dirais, en tirant sur la tige qu'on fait pousser une fleur plus vite. Et donc, c'est un des points sur lesquels tu nous invites aussi à réfléchir dans ce domaine. On vous invite tous à réfléchir. Ariel, c'était super. On se connaît depuis 35 ans et de faire des choses ensemble, c'est super. Merci à tous les deux. Donc déjà, les deux conseils de lecture du soir, pour ceux qui n'ont pas encore lu Les Furtifs d'Alain Damasio, n'hésitez pas, c'est un roman absolument formidable. C'est assez perplexe sur la fin, mais on pourrait en parler. Puis lisez effectivement Les Imaginaires du futur. Je pense que c'est un bon, j'ai dire presque roman documentaire, etc. Finalement, ça renvoie à une synthèse de la question de départ. C'est ni de la fiction, ni de documentaire, mais justement, c'est un peu tout ça. En tout cas, c'est une bonne envie d'une réalité qui nous fasse plaisir. Alors, on va prendre un petit temps de débat. Bien sûr, l'idée n'est pas de venir manger vos soirées. Je vais peut-être, Vincent, Ariel a parlé d'horizon et de chemin. J'ai cru entendre le mot chemin aussi dans ton intervention tout à l'heure. Je vais vous proposer peut-être aussi après à Blandine et à quelques autres de réagir à ce qui vient de se dire et peut-être un peu généralement. Là, on va se prendre encore un quart d'heure avant de vous libérer tous. Pour boucler tout ça, Vincent, qu'est-ce que ça t'inspire? Oh mon Dieu. Non, mais c'est pour moi, pour être dans le concret, pendant 2 ans, on a cherché quel était l'objet dans le cadre de vie qui crée un attachement largement partagé, je dirais au-delà des clivages socio-culturels qu'on peut avoir sur le territoire. Et effectivement, cette question des chemins a surgi comme une évidence, en fait. Bon, après, le chemin est une belle métaphore, hein, c'est ce qui relie les hommes, bien évidemment, mais c'est concrètement, sur ce territoire de montagne dans lequel je vis, c'est ce qui a permis la vie collective pendant des siècles, dans un contexte où l'habitat était très dispersé, et on a oublié que ça existait. Donc, c'est des liens qu'on a complètement oubliés, et ça crée... Ça fait énormément de sens quand vraiment on a l'impression de faire surgir quelque chose et l'appropriation est immédiate. Donc moi, je crois vraiment beaucoup de travailler, si on veut avoir une approche territoriale qui est essentielle, parce qu'il faut qu'on soit bien dans le lieu où on ne vit pas bien que par l'Internet, hein, de trouver ce qui fait que les gens sont attachés à leur territoire. Moi, je suis assez stupéfait que dans toutes les enquêtes de marque de territoire, de marketing territorial, les enquêtes que peuvent faire les grandes collectivités sur ce que sont les attachements, les causes de bien-être pour les habitants de leur territoire, c'est systématiquement les questions de paysage et de patrimoine qui sortent, systématiquement. Donc en fait, les gens sont bien là où ils vivent, ils sont bien dans leur peau,
si le territoire dans lequel ils vivent les satisfait, s'ils se trouvent qu'ils sont bien. Je pense que typiquement, une des grandes récriminations des Gilets jaunes, c'était le mal-être de gens qui vivent dans des territoires intermédiaires, périurbains et qui ont complètement perdu cet attachement. Donc voilà, donc moi l'idée aussi, c'est de dire que en prenant soin de notre cadre de vie, on prend soin de nous-mêmes et on contribue au bien-être. Donc pour moi, c'est un concept qui est très opératoire. Merci. Blandine, peut-être si vous voulez réagir. Effectivement, l'ADEME prend soin des territoires. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire un peu presque en conclusion, en tout cas en conseil pour ce qui va se passer demain? Oui, moi je partage complètement l'importance de se projeter et d'inventer des futurs pour aussi inventer des futurs qui soient désirables et aider à la mise en mouvement et à définir un futur qu'on a envie d'atteindre. C'est un peu la logique avec laquelle l'ADEME a accompagné les territoires à énergie positive, par exemple, qui se sont lancés justement dans ces projections pour essayer de définir le chemin sur leur territoire. Au plan national, l'ADEME avait mené des exercices de prospective en 2012 et là, on est en train de les renouveler parce qu'on est convaincu de l'importance justement de ces visions prospectives et de définir une trajectoire pour l'ensemble des acteurs. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on va être un peu un terrain d'ancrage de cet exercice prospectif sur le sujet plus précis de l'autonomie alimentaire et de l'autonomie énergétique. Finalement, quelle trajectoire on a envie de se donner, quelle vision on se donne à horizon 2050 en Bourgogne-Franche-Comté, avec bien sûr l'ensemble des acteurs, puisque c'est tout l'intérêt de ces démarches-là, c'est qu'elles soient partagées, construites collectivement pour donner envie de définir les plans d'action derrière, les stratégies qui permettront de suivre ce chemin, quoi. Et puis plus concrètement sur les territoires, quand je parlais tout à l'heure de faire société, on est complètement là-dedans aussi et on voit bien aujourd'hui des élus qui viennent d'arriver et qui cherchent à voir comment réinventer la ville pour introduire plus d'espaces verts, plus d'espaces de convivialité, redonner envie aux gens d'habiter la ville, imaginer des espaces de jardinage, de production alimentaire aussi, y compris en cœur de ville. Donc voilà, il y a un formidable terrain de jeu à travers les territoires. Je pense qu'effectivement, donner envie en se projetant sur un futur et le faire de façon collective, je crois que c'est vraiment une méthode très, très concrète et productive pour y arriver. Aussi d'organisations qui sont avec nous, qui sont partenaires. Je sais que Pierre Nouguet de Codin est là. Est-ce que en 30 secondes, 1 minute, Pierre, est-ce que tu as une réaction? Allô? On t'entend. Oui, une réaction d'enthousiasme. Je me réjouis de tout ce qu'on est tous en train de mettre en place avec nos réseaux combinés, avec les richesses de cette diversité et surtout de plus en plus focus au-delà d'ailleurs d'un futur, d'une action opérationnelle maintenant. Hein, ce qui est intéressant, c'est comment on passe à l'acte maintenant sur nos territoires avec des choses concrètes. Et donc, Codin, on a pris le parti pris d'associer à la fois le meilleur des acteurs publics, le meilleur des entreprises, mais aussi le meilleur des médias et le meilleur des citoyens. Donc, dans cette logique-là, n'oublions pas l'impact médiatique, et ce qui me permet de saluer aussi l'action qui t'est chère et qui est chère à Hopscotch, c'est l'action de l'ONG Reporters d'Espoir et de la France des Solutions, qui a mobilisé le 12 octobre dernier 50 médias partenaires, parce que si on veut faire que sur tous les territoires, les uns et les autres puissent être mis en avant, c'est à la fois à travers des réunions comme celle-là, puisque ça se développe, les technologies se développent pour permettre des communautés différentes, mais également la force des réseaux, des médias locaux, et tout ça, et je finirai là-dessus, autour d'un même idéal de société républicain qui non seulement va sur liberté, égalité, fraternité, mais aussi sur inspirant, inclusif et durable, qui sont des mots qui méritent d'être expliqués. Et en plus, si on voit cette dimension dans une logique européenne, eh bien, on est capable d'avoir des espérances, mais aussi des financements
pour tout ça, qu'ils soient des financements régionaux aidés par l'Europe, mais aussi des financements nationaux sur cette idée de mise en œuvre opérationnelle pour marquer de l'impact et faire que chacun, et c'est la logique de Codin, chacun, quel que soit l'endroit, puisse avoir un rôle. Et ce rôle, il est également avec une One Summit Planet qui a tout son sens. Donc, le macro n'empêche pas le micro, l'opérationnel n'empêche pas le stratégique, la diversité n'empêche pas la convergence. Enfin, je me réjouis de tout ça et bravo en tout cas pour ce qui est en train d'être fait. Tu sais combien je te supporte et combien je me réjouis d'être dans toute cette logique-là. Bon, il y a toujours sur le mot supporter, on se demande un peu où est le double sens. Voilà, merci en tout cas d'être là. Céline Colucci, je crois, est toujours avec nous. Les Interconnectés, qui interviendra bientôt dans un webinaire. Les Interconnectés est une organisation qui a un rôle important depuis des années parce que pour défendre la question, aider les collectivités à intégrer les transformations numériques. D'ailleurs, c'est un mot qui a été assez peu utilisé ce soir. C'est surprenant, mais ou peut-être pas justement, et c'est peut-être une bonne solution. Est-ce que Céline, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Voilà. Comment tu réagis à tout ça et comment les interconnectés vivent cette transformation, cette transition en cours? Je réagis, je suis intéressée de voir la diversité en fait des approches et en même temps les convergences qu'on voit se dessiner de problématiques et d'enjeux. Donc, très intéressée à suivre ces travaux et à vous accompagner. Et pour nous, côté interconnecté, effectivement, on est du côté plutôt des territoires encore très pris par des questions Je me rends compte qu'on est beaucoup sous pression d'un certain nombre de transformations à mettre en œuvre parce qu'il y a des tas d'obligations légales, d'échéances à tenir. Et on voit que les nouveaux élus qui arrivent en ce début de mandat sont parfois un petit peu surpris du poids de ces contraintes par rapport à ce qu'ils ont envie de développer. Et je pense que c'est intéressant et ils sont un certain nombre à vouloir se tourner aussi vers la société civile, vers les écosystèmes pour pouvoir gagner en liberté aussi et en périmètre d'action élargi. Donc, ça peut être un point peut-être de convergence important à développer à l'avenir. Je pense cette alliance en fait entre les collectivités et leurs contraintes propres et les acteurs du territoire dont elles se sentent très proches et qu'elles ont envie d'impliquer de plus en plus dans les politiques publiques, et c'est plutôt une bonne nouvelle. De cet apport, je vous propose maintenant, est-ce que Michel Autier, alors pour vous expliquer pour ceux qui ne sont pas impliqués dans ce qui va se passer demain directement, simplement qui sont alliés à la douzaine de territoires concernés, on a demandé à chacun de remplir un questionnaire. Je crois qu'il est encore temps pour ceux qui sont inscrits dans les différents lieux de le remplir, mais dépêchez-vous parce que Michel Autier aimerait bien pouvoir dormir un peu cette nuit. Mais demain, il nous présentera un arbre des compétences ou des connaissances. Mais j'aimerais juste aller en 60 secondes, Michel, ta réaction par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Et après, on fera un petit tour de certains tiers-lieux qu'on n'a pas encore entendus, mais qui sont très présents demain, à savoir le rucher créatif, la cabane et la base. Et Cap Digital. Et Cap Digital, bien sûr, parce que Carlos est avec nous. Oui, dans le système de conversation, là, le chat, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, tu as posé une question tout à l'heure qui m'a dit que j'avais peut-être une utilité et que je pouvais peut-être apporter quelque chose. Tu as demandé quel est concrètement l'objet qui nous relie. Et donc, ce n'est pas évident quand on était en train de vivre un événement qui est totalement délocalisé. Mais c'est une vraie question. Quand on vit un événement où personne n'est dans le même lieu, on a quand même l'existence d'un phénomène. Et s'il y a un phénomène, forcément, il est présent dans un espace. Et il est clair qu'il n'est pas présent dans un espace géographique en tant que phénomène qui nous relie.
Donc, la question, c'est de savoir c'est quoi l'espace qui nous relie. Personnellement, je pense, et je défends cette idée depuis très très longtemps, que l'espace qui nous relie, c'est ce qu'on pourrait appeler l'espace de la connaissance. Parce que la seule chose qui fait qu'on est ensemble ce soir, c'est soit parce qu'on se connaît déjà, au même titre du fait qu'il existe une conversation téléphonique parce que les deux partenaires se connaissent et peuvent parler ensemble, alors que la conversation téléphonique, au sens territorial du terme, se passe nulle part. Donc, il y a bien un espace qui soutient ces phénomènes totalement délocalisés territorialement au sens de la Terre et sur lequel, pour paraphraser mon ami Bruno, il faudrait bien atterrir. Alors, on atterrit où? Eh bien, avant de savoir où on peut atterrir, moi, j'essaie de dresser l'image du lieu où on pourrait atterrir. L'image du lieu qui nous montrerait qu'on est ensemble, qu'on fait un groupe. Eh bien, c'est ça un arbre de connaissances. C'est une représentation d'un espace que personne n'a encore vu. Et le fait qu'on ne l'ait pas vu ne signifie pas qu'il n'existe pas. Avant qu'on aille aux États-Unis, en Amérique et qu'on en dresse la carte, l'Amérique existait quand même. Donc, c'est une exploration que je vais tenter de faire avec vous, c'est d'essayer de voir comment nos connaissances mutuelles tissent un espace qu'on peut commencer à rendre visible pour pouvoir mieux s'y orienter, mieux collaborer, mieux savoir ce que chacun apporte aux autres et ce que tous nous apportons à chacun. Voilà ce que je... Bon, c'est un joli programme. Je pense qu'effectivement, rassurez-vous, on enregistrera ce qui va se passer, on le partagera même à ceux qui ne seront pas directement impliqués demain. Est-ce que Sarah, en 30 secondes, du côté de la cabane des créateurs, tu veux partager une réflexion, une remarque, une réaction? Mais là, maintenant, je vais vous demander d'être très, très rapide parce que c'est important. 30 secondes. Allez, je compte. 1, 2. Non, mais c'est toujours, les intervenants sont toujours très, très intéressants. Tout est intéressant. Faut que ça reste dans le concret. C'est quand même le plus important. Et c'est ce qu'on va apporter demain. Il y a eu beaucoup de théories aujourd'hui, mais le plus important, c'est d'avoir des idées, de les mettre en œuvre. Et moi, c'est ce qui m'intéresse à cette participation des universités et aussi Anne-Catherine qui est juste à côté de moi. Voilà, on est toutes les deux à la cabane. Et vraiment, bon, on va aller dans le concret demain. Parfait, merci, c'est ce qu'on attend. Emeline, du côté du Rucher Créatif. Bonsoir à tous. Eh bien, je vais un peu répéter les propos de Sarah, mais j'ai trouvé ça très inspirant, très intéressant, cette deuxième partie. Je rejoins Ariel Kirou qui dit qu'il était rêveur. Ben, moi aussi, je suis une grande rêveuse. Et je crois que les personnes qui se sont inscrites demain à la journée de travail au Rucher Créatif sont aussi des rêveurs, sont aussi des personnes qui ont envie de changer les choses. Et le Rucher leur fait du bien pour ça, parce que c'est un lieu qui leur permet de s'exprimer et de rendre un peu concret leurs idées et leurs rêves. Donc, merci pour ces échanges, pour cette inspiration. Et je suis impatiente d'être à demain pour voir le résultat et de retrouver les personnes qui se sont inscrites. Merci, moi je suis aussi impatient d'être à demain, mais je sais déjà la frustration qui sera d'être un peu avec chacun d'entre vous, mais réellement, physiquement au quotidien, avec personne. Je vais maintenant passer la parole à Carlos. Carlos, est-ce que tu es parmi nous? Alors, Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité, c'est aussi un tiers-lieu qu'on connaît sur les questions numériques, évidemment, depuis très très longtemps, mais aussi, bien évidemment, sur les questions de la ville. Est-ce que tu es avec nous, Carlos? Il est parti, Margot est là. Ah, Margot est là, alors si Carlos n'est pas là.
Oui, bonsoir. Juste quelques mots pour dire que c'était des échanges très intéressants, très inspirants, que nous, Cap Digital, on est ravis de faire partie de cette aventure et on attend nos contributeurs demain pour réfléchir sur la question de comment engager les usagers, habitants, citoyens dans un projet de co-construction d'un quartier durable et numérique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, on va aller à Bordeaux. Alors, vous avez pu découvrir tout à l'heure que la Gironde crée un tiers-lieu agricole ou l'agriculture. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais là, demain, vous serez à Bordeaux. Évidemment, le Covid est par là. J'espère qu'on pourra aller dans le Médoc l'année prochaine. Est-ce que Julie, tu veux dire quelques mots ou quelqu'un d'autre de la base? Bonjour, donc je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon, on va dire. Donc on est à la base, là, on a commencé à s'entraîner, à être un peu ensemble. Nous, on le fera physiquement. Effectivement, initialement, on avait prévu d'être dans le Médoc et de profiter de cet événement pour installer justement un tiers-lieu agriculturel autour de la ferme que vous avez vue dans le film de notre président. Là, demain, on est ici dans un lab d'innovation interinstitutionnel et demain, on souhaite donc on est à la base, et on souhaite se questionner, re-questionner notre gouvernance pour avoir une gouvernance qui est bien la forme de toutes les transitions que l'on veut porter. Donc, en gros, on veut explorer le se transformer pour transformer. On a beaucoup transformé. On pense qu'il faut qu'on se transforme davantage pour encore mieux transformer. Voilà. Merci pour cette synthèse. Merci surtout aussi de ce que à tous les tiers-lieux qui participent demain, de penser que tout ce que vous allez créer, inventer, programmer, ça a vocation à être partagé à d'autres. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête. Richard, 30 secondes. Oui, on va mettre en place une plateforme, hein, vous savez, tous, pour partager tout ça. Comme on le dit souvent, nous sommes ce que nous partageons. Hein, c'est finalement ça le défi de notre université et de ceux qui la soutiennent et ceux qui y participent. Et donc, on met en place une plateforme pour mutualiser, participer, organiser des conversations et on va l'animer. Et l'enjeu, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est que les projets que vous allez lancer, ça soit dans la durée, concret et dans la durée, de telle façon qu'on puisse avancer. On se retrouvera après tous ensemble à Bibract pour être finalement dans la synthèse de la formalisation que vous allez faire. Je vous encourage donc tous dans ces différents lieux à formaliser votre travail, à faire en sorte que quelque part des traces soient laissées. C'est la trace qui organise finalement la lecture de ce qui sera fait. Donc merci pour tout ça. Merci à tous. Je voulais aussi saluer l'arrivée. Il y a eu des gros problèmes techniques de Yann Thomas de la Sorbonne. La Sorbonne a pu montrer qu'ils étaient capables de croiser les sciences dures, les sciences humaines. Ils ont créé une énorme association qui s'appelle Sorbonne Développement Durable où ils arrivent à collaborer. Je pense que c'est un bon exemple. Évidemment, ils sont à nos côtés depuis le début. Bonne soirée à tous. Je suis désolé, on a eu des problèmes techniques, mais malgré l'enthousiasme de tout le monde, je pense qu'on invente aussi le digital. C'est ce que fait effectivement Hopscotch. Tout à l'heure, il a été dit du Monopoly à la Marelle. Peut-être que vous ne savez pas que Hopscotch est la traduction du mot Marelle. Et donc, Ariel Kirou a effectivement fait une bonne synthèse de lui. En tout cas, merci Hopscotch de nous avoir reçus. Bon courage pour demain. Vraiment, il y a une immense frustration. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans cette année 2020, mais c'est propre partout. Bonne soirée à tous. Et vous pouvez découvrir la Sorbonne Art Gallery et celui qui dirige cette chaire sur art et développement durable, qui est Yann Thomas. Bonne soirée à tous. Merci à toutes les équipes techniques. Bonne soirée. Bonne soirée. Hop, ça y est. Merci beaucoup, Gilles. Merci Yann. Ouais, il y a beaucoup d'étudiants qui étaient là et merci à tout le monde. Ils m'ont envoyé plein de messages. Ils sont enthousiastes. Merci Yann. Merci. Salut Yann. Je salue Jacques Bréjon aussi qui était là, qui est de Rennes. Je suis l'un des actionnaires de West Lumière. Alors vraiment, je suis
tout proche de vous. Ah bah oui. Il y a plusieurs actionnaires effectivement de West Lumière. Ils sont là. Voilà. Faut que tu fasses ton AG là bientôt. Hein. Et là, vous avez Tania Moreau ici qui nous attend aussi. Hein. Donc, venez quand vous voulez. Merci. Je voulais préciser aussi qu'il y a un Gilles qui s'est beaucoup exprimé dans le chat, qui n'est pas moi. Et donc, même si quelqu'un a cru me citer, ce n'est pas du tout moi, donc je ne revendique pas tout ce qui a été dit et que je trouvais par ailleurs très pertinent à chaque fois. Ah bon. C'est un bon avatar. On avait peur de la chute. En fait, ouais. Un avatar autonome. Oh, t'es encore en ligne là ou pas là? Oui. Ben, donc, sachez que Yann est dans les imaginaires du futur. Yann Thomas. Je partage avec vous une construction en cours et j'espère que tout le monde pourra venir la fêter quand tout sera fini. On est en train de construire une espèce de pyramide qui sera une des bases, évidemment, de l'Université des transitionneurs.